Google, là, est en train d'atomiser OpenAI. Moi, je vois vraiment le modèle OpenAI comme l'innovateur qui finit la tête dans la boue avec 3 flèches dans le dos, tu vois. Et c'est un petit peu le futur du SEO, c'est-à-dire comment faire pour que ChatGPT recommande tes produits. Donc ça, c'est le rêve aujourd'hui. Il y a des entrepreneurs très connus sur la scène médiatique francophone qui m'ont contacté parce que ChatGPT disait justement des choses pas top à leur effigie. LinkedIn, c'est super cool. Bon, par contre, il y a des codes un petit peu étranges. Tout le monde s'arrête souvent à cette première impression en mode ouais, LinkedIn, c'est pour les gens qui ont un balai dans le cul ou je sais pas quoi. Et en fait, oui, c'est vrai. J'ai envie d'arriver, de les troller tous, les secouer, les mecs, détendez-vous un peu. Un mec qui est en CDI, qui est consultant dans une boîte, si il like un truc complètement à côté de la plaque, son patron et ses collègues, ils vont le voir, tu vois. Ah ouais, c'est la honte. Et c'est la honte de ouf. Pour toi, les business qui allaient le plus cartonner à l'avenir, c'était les business extrêmes. En ce moment, ce qu'on voit, c'est des personnes à moitié à poil, dont la gente féminine en majorité. Tu peux faire beaucoup d'argent et salir ton âme en même temps. Il y en a qui en ont rien à foutre. Moi, aujourd'hui, je préfère construire quelque chose dont je suis fier et que je pourrais raconter à mes petits-enfants plus tard sans avoir la honte, quoi. Putain, papa, il a fait de la gestion de compte OnlyFans pour des meufs à poil sur Internet. Thibaut, je suis très content de te retrouver aujourd'hui. Est-ce que tu peux déjà nous dire un petit peu qui tu es et qu'est-ce que tu fais? Hello Emilio, merci de m'accueillir aujourd'hui. Rapidement, moi je m'appelle Thibaut, j'ai 23 ans, je suis fondateur d'un logiciel qui s'appelle Sorank, qui aide les agences SEO et freelance SEO à délivrer leurs clients plus rapidement et à les référencer dans les IA. J'ai d'abord commencé à lancer des petits services de prestation de services, création de sites internet, refonte de sites, référencement. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le référencement. Ça fait 5 ans que maintenant, j'ai commencé vraiment mes services de presta SEO. Donc j'ai d'abord commencé freelance, après j'ai lancé une agence et au bout de 2 ans d'agence, je me suis dit ok, je suis très mauvais pour gérer des humains, c'est pas du tout un business model qui m'intéresse. Et là, je suis passé en mode SaaS et actuellement, j'ai un logiciel que je développe à plein temps. On va parler donc de ta compétence principale qui est le SEO. Est-ce que déjà tu peux, alors vraiment pour ceux qui n'y connaissent rien, nous expliquer c'est quoi le SEO? Le SEO, c'est le fait d'optimiser son site pour être mieux positionné sur les mots-clés que vos clients recherchent. Si par exemple, vous vendez du café, eh ben, vous voulez d'abord comprendre ce que les gens qui achètent du café recherchent sur Google pour ensuite adapter votre site pour que vous soyez le premier sur ce mot-là pour avoir plus de clients. Donc c'est principalement par rapport à Google. Alors, le SEO, le mot SEO, ça concerne les moteurs de recherche, dont Google, mais aujourd'hui, on parle beaucoup de SEO sur Instagram, SEO sur TikTok, SEO sur YouTube. Mmh. Le SEO, on va dire de manière générale, c'est juste, OK, comprendre ce que les gens tapent dans la barre de recherche pour mettre ces mots-clés-là dans notre contenu afin de ressortir et d'être recommandé du coup par l'algorithme. Bah, moi, tu vois, c'est paradoxal parce que je connais strictement rien au SEO, mais par la force des choses, par mon parcours, j'ai quand même été très bien référencé en SEO sur YouTube. Parce que j'ai balancé plein de vidéos sur plein de mots-clés spécifiques où il n'y avait pas forcément beaucoup de concurrence. Et aujourd'hui, j'ai des vidéos que j'ai faites il y a peut-être 5 ans, 6 ans, 7 ans, qui ramènent toujours du trafic, qui font des vues. Et ça, c'est la puissance du SEO. C'est-à-dire que tu publies un contenu, il se référence sur la plateforme, ça peut être Google, comme tu l'as dit, ça peut être Instagram, même TikTok, YouTube et après ça peut te ramener des clients potentiellement à vie, c'est bien ça? C'est exactement ça. Et en fait, souvent, on tombe pas directement dans le SEO. On se dit pas un matin quand on se réveille, allez, je vais faire du SEO, c'est super fun. On fait souvent fausse piste au début, on se lance dans un canal d'acquisition et après on se rend compte de la puissance du SEO de manière rapide ou lente. Et quand on fait vraiment, par exemple, une vidéo YouTube sur le bon mot-clé, avec justement le mot-clé dans le titre, dans la description, et quand des personnes commentent aussi ce mot-clé-là, ça explose ton référencement. Et après, Google, il se dit, OK, ça, c'est la vidéo de référence sur ce mot-clé-là. Après, il te met tout le temps en avant. Et ce qui est bien en plus sur YouTube, c'est un très bon exemple, c'est quand tu commences à vraiment dominer un mot-clé, bah en fait, par la force des choses, les gens cliquent davantage, commentent davantage, et tu finis par être indétrônable. Bah, moi surtout ce qui est, des mots-clés liés au développement personnel, comme j'ai fait beaucoup de vidéos qui ont bien marché sur ces sujets-là, je pense qu'encore aujourd'hui, tu tapes, ces mots-clés, tu dois me voir dans la première page. En fait, C'est clair. le sujet, c'est surtout d'être, dans la première page, j'imagine, parce qu'après les gens, ils vont plus sur les deuxième, troisième pages, ça c'est mort. Même dans les 3 premiers clics sur Google, les 3 premiers clics, ils prennent plus de 90% du clic. Donc en fait, dès que tu es en position 4, tu prends déjà que les miettes. Alors si on part de la page 2, c'est mort, quoi. Ouais.
Et alors quand tu arrives à être bien référencé en SEO, est-ce qu'après, tu en as qui peuvent te prendre la place? Parce que j'imagine qu'aujourd'hui, tu as tellement de contenu qui a déjà été publié sur ces 10 dernières années et ça continue en mode exponentiel. Aujourd'hui, tu as les IA Mmh. génératives qui bombardent internet, de Ouais. contenu, enfin tu vois? Ça c'est exponentiel le truc. Et donc est-ce qu'aujourd'hui, est-ce que déjà si tu étais bien référencé en SEO il y a plusieurs années, tu vas rester en première place? Ou est-ce que c'est un jeu où il faut tout le temps réapprendre les règles et il faut tout le temps se mettre à jour? C'est une question vraiment qui est ultra intéressante et je me la pose en réalité tous les jours. Et pour t'y répondre de manière claire, les positions sont en constante évolution parce qu'il y a tout le temps des nouveaux entrants, des nouvelles informations et même sur un marché où il y a pas trop de renouveau, il faut se dire qu'il y a pas que ton contenu qui va te faire être bien référencé. En SEO, il y a 3 piliers fondamentaux. Il y a premièrement la qualité de ton site, donc est-ce qu'il est rapide? Est-ce qu'il est accessible? Est-ce qu'il charge vite concrètement pour avoir une bonne expérience utilisateur? Donc ça, tous les sites arrivent à respecter simplement. Arrive à respecter cette règle de manière plutôt simple. Ensuite, il y a le contenu. Là, comme tu l'as dit, les IA, elles ont vraiment généré une déflation parce que tout le monde peut faire des centaines d'articles de blog sur son site. Et il y a le dernier pilier qui, lui, par exemple, n'a pas subi d'impact avec l'IA, c'est la confiance. Google, pour t'accorder de la confiance, pour te mettre en première position, il va regarder s'il y a d'autres sites internet qui te font des liens. C'est ce qu'on appelle les backlinks. Donc, plus tu as Mmh. d'autres sites dans ta thématique qui te font des liens vers ta page, plus cette page va avoir de l'autorité et Google va pouvoir mieux la référencer. Et donc, aujourd'hui, la compétition, c'est à celui qui aura le plus de backlinks qui viennent de gros sites d'autorité. Donc en fait, si demain il y a un nouvel entrant qui a une énorme visibilité médiatique, il peut arriver premier sur la requête en quelques jours. Exemple tout bête, le kombucha. Pendant des années, c'était une thématique que personne ne parlait. Le premier qui était sur la première position, sur la première page, il faisait énormément d'argent. Squeezie est arrivé. Il a eu des articles dans la presse tous les jours pendant 2 semaines. En moins de 2 semaines, il est arrivé premier sur cette position qui était de base ultra compétitive. Sans faire Squeezie, d'articles il de vend du blog. kombucha? Ouais. Il a lancé OK. une marque de boisson et vraiment sorti de nulle part, tu vois. Projet sorti de nulle part. Il a lancé ça et première position. Et c'est un exemple vraiment parlant en SEO parce que le gars, il est sorti de nulle part et juste parce qu'il a eu énormément de backlinks depuis des gros médias, ça a primé sur tout le reste. Ouais, donc en fait, ça sert à rien de, par exemple, lancer un blog et de te faire des agents IA qui te pondent 100 articles par jour sur une thématique. En fait, si personne ne te cite en mettant des liens vers ton blog, il va rien se passer concrètement, on est d'accord? Alors, ça dépend, parce que justement, en faisant beaucoup d'articles, tu peux aller chercher des mots-clés qui sont pas encore compétitifs. Et ça aide aussi pour que Google voit, OK, de quoi tu parles. Aujourd'hui, moi, j'estime que faire des articles tous les jours à la main, c'est inutile. Par contre, quand tu crées un site internet, e-commerce ou même pour un SaaS, c'est bien de traiter tous les mots-clés de ta thématique. Comme ça, tu montres à Google et aux IA de quoi tu parles. Mais une fois que tu as fini ce travail-là, qui de base était régulier, maintenant tu le fais en 2, 3 semaines. Et une fois que c'est fini, tu passes à la suite, c'est-à-dire travailler ta réputation en ligne, aller démarcher des journaux, et faire des partenariats avec d'autres sites internet pour être justement cité et avoir des backlinks. On parlait de l'IA. C'est clair que ces 3 dernières années, ça a, j'imagine, complètement changé le game du SEO, vu que, heu, aujourd'hui, je sais pas vraiment quels sont les chiffres, peut-être que toi tu as des insights, plus précis là-dessus, mais moi j'ai l'impression, en tout cas dans les gens que je fréquente au quotidien, plus grand monde ne recherche, sur Google. Bon après là, c'est spécifique à Google, là c'est le SEO Google, ça concerne Mmh. pas par exemple YouTube. Mais Mmh. quand on pense SEO, on pense beaucoup Google. Il y en a beaucoup qui ont des blogs où, ils généraient du trafic, via Google et ensuite ils vendaient des produits. Mais aujourd'hui, concrètement, est-ce que les gens font encore autant qu'avant des recherches sur Google? J'imagine de moins en moins, ça dépend peut-être des générations. Est-ce que c'est en train de mourir? Et q enfin, j'imagine que c'est plutôt ça se transforme. Et comment est-ce que ça se transforme ces dernières années, le monde du SEO? En octobre 2024, ChatGPT sort la fonctionnalité GPT Search, donc avec un accès direct sur le web. Et c'est là où vraiment tout le monde s'est dit, OK, Google est mort. Google est complètement mort. Et ChatGPT a commencé à avoir vraiment une croissance qui grattait des pourcentages du marché du search mois après mois. Donc mois après mois, il prenait 1%, 2%, 3%. Ce qui
dans les chiffres est complètement démesuré. C'est gigantesque, tu vois. Ça s'était jamais vu au cours des 30 dernières années depuis que Google existe. Sauf que Google, tout le monde l'avait déjà enterré. Google laisse OpenAI et les autres IA faire un petit peu leur expérimentation, faire un peu leurs différentes features. Et Google a pris la meilleure fonctionnalité, a pris justement le nec plus ultra de ce qui avait été lancé, parce qu'il y a eu beaucoup de fails aussi. Hein. ChatGPT, ils ont lancé plein d'autres features qui ont fail. Et aujourd'hui, Google a un petit encadré. Dès que tu tapes une question sur Google, soit tu es redirigé vers le mode IA, donc leur chatbot Gemini, ou alors tu as le petit encadré qui te donne un résumé. Et Mmh. justement, Google, là, est en train d'atomiser OpenAI parce que Google a toute l'infrastructure. Google, ils ont le moteur de recherche, ils ont les sources. Donc en fait, ChatGPT, c'est juste une app qui vient piocher dans Google. Donc Ouais, ouais. il y a 3 mois, je t'aurais dit, ouais, Google, ils sont vraiment mal et tout le monde se barre de Google. Mais là, au final, tout le monde se dit, OK, moi, ça fait des années que j'utilise Google. Là, Google, ils ont intégré l'IA. Je vais pas changer, je vais pas aller sur ChatGPT. Parce qu'en fait, quand tu es sur ChatGPT, que tu cherches quelque chose et qu'il te cite une source, tu cliques dessus, tu vas sur Google. Enfin, tu vas sur son site internet. Donc, au final, Google, pour moi, sera le grand vainqueur de l'IA. C'est vrai qu'en plus, quand tu compares à ChatGPT qui ont besoin de lever des milliards et des milliards, de tout le temps faire des appels à des investisseurs, de faire de nouvelles levées de fonds. Google, ils sont déjà assis sur un trésor de guerre massif. Ils ont je ne sais pas combien de centaines de milliards à cramer. Ils ont plus de cash que ce qu'ils savent quoi en faire, quoi. Donc ils peuvent investir Exactement. massivement dans l'IA et c'est vrai que là, quand tu vois le nouveau modèle, Gemini 3, je crois, qui est le plus récent en date, heu, il est déjà mieux que enfin sur le papier en tout cas, que, ChatGPT. Et c'est vrai alors après ChatGPT, je trouve qu'ils ont quand même une très forte marque. Ils ont été les premiers. Le grand public, quand tu penses IA, il pense ChatGPT. Donc je pense pas qu'ils soient perdus, mais c'est vrai Non. que Google est revenu très, très fort, dans l'IA. Et puis, c'est un peu le concept too big to fail. Ils sont trop gros, ils ont eu trop d'investisseurs, ils ont levé trop d'argent. Pour moi, ça serait compliqué de les voir faire faillite parce qu'en fait, ils engendraient beaucoup d'autres boîtes dans leur chute. Et donc, moi, je me dis, il y a tout le temps un peu deux grandes figures dans un marché. Tu vois, Samsung, Apple. Et pour moi, je vois vraiment dans l'IA un OpenAI et Google qui domine. Mais en fait, Google, ils font de l'argent. Toutes les années, Mmh. ils font des milliards de bénéfices. Ouais, ChatGPT, ils perdent des millions tous les jours. Donc c'est ouais. vraiment, j'ai envie de dire, c'est presque incomparable. Et moi, je vois vraiment le modèle OpenAI comme l'innovateur qui finit la tête dans la boue avec 3 flèches dans le dos, tu vois. Ils sont arrivés sur le marché, ils ont testé plein de choses, mais au final, ils se font copier par un autre leader, quoi. Bah, c'est ce qu'a fait, toute sa carrière, Mark Zuckerberg. Attendre que les autres innovent et puis les pomper, dès qu'il y a quelque chose de cool et en fait ça marche, quoi. C'est un peu une stratégie de charognard, mais dans le business, c'est clair que ça marche et OpenAI, c'est les précurseurs. C'est vrai qu'ils innovent beaucoup. Je trouve qu'ils sont très forts sur l'expérience utilisateur, mais une fois que tu as un produit comme ça, c'est clair que les concurrents, bah, ils vont pas réinventer la roue, quoi. Ils ont juste à copier et si après ils ont une meilleure infrastructure pour, soutenir l'IA, ils peuvent très bien prendre la place de OpenAI. Et après, le problème vient du business model. Comment ils gagnent de l'argent? Parce Mmh. que toutes les plateformes qui ont un moteur de recherche ont mis en place de la publicité payante, des mentions sponsorisées. Tu regardes n'importe quelle plateforme, que ça soit même les réseaux sociaux, même Pinterest. Pinterest font de la publicité à l'intérieur. Donc en fait, OpenAI doivent construire ça. Sauf que Mmh. Google a déjà toute cette infrastructure, a déjà toutes les datas. Donc là où OpenAI doit construire tout l'écosystème que Google a créé, Google, ils ont juste à rajouter un petit résumé de toutes leurs datas. Donc vraiment, Ouais. pour moi, Google va rester gagnant, c'est sûr. Il y a quelque chose, que je trouve assez paradoxal quand même dans tout ce chamboulement dans le modèle, du référencement Google. C'est que à la base, l'IA, si tu veux, elle a besoin de contenu humain pour être, entraînée. Elle a besoin donc, d'articles, de vidéos, de livres et cetera. Mais sauf que si, les gens arrêtent de cliquer sur les liens dans les résultats de recherche Google et qu'ils se contentent du résultat de l'IA, Mhm. les créateurs vont plus avoir, de raison de créer du contenu s'ils gagnent plus d'argent avec ça. Parce que généralement, ils gagnent de l'argent, je sais pas, avec des liens d'affiliation sur leur blog, en vendant leurs produits et cetera.
Mais si l'IA vole leur trafic, bah, l'IA finalement elle peut plus s'entraîner sur du nouveau contenu humain. Elle va être entraînée peut-être sur, du contenu généré par IA, sauf que est-ce que ça C'est fait ça. pas une boucle où l'IA Si, et ça, s'auto-cannibalise? ouais, Et exactement. qu'est-ce qui se passe à la fin? Où on va, là-dedans, quoi? Et bah, on va dans quelque chose qui est très très mauvais. Mais justement, en fait, on parle souvent des salaires complètement faramineux de tous les chercheurs en IA et ils résolvent ce type de problématiques concrètes. C'est-à-dire l'entraînement et des fois le surentraînement, ça crée des boucles négatives où l'IA à la fin finit par ne plus du tout bien savoir parler la langue parce qu'elle s'est entraînée sur des micro-erreurs. Et donc pour ça, sans vouloir entrer dans les détails, il crée des processus où avant c'était contrôlé par des humains et aujourd'hui c'est l'IA qui contrôle l'entraînement d'autres IA afin de rester sur un bon modèle. Donc ça déjà c'est pour la partie technique. Donc oui, il y a des vraies problématiques comme tu dis, mais justement il y a quand même des personnes qui bossent là-dessus pour que l'IA ne se détruise pas toute seule. Maintenant, OK. pour la deuxième partie qui sont les affiliés, les médias, là il y a vraiment du sang dans les rues. Il y a vraiment des blogs qui ont perdu tout trafic parce qu'ils étaient uniquement sur de l'informationnel. Tous les sites comparateurs, ils nourrissent grandement l'IA, mais souvent, c'est pas eux qui obtiennent la vente, tu vois. Mmh. En général, tous les sites comparateurs, tous les sites de blog, ils donnent beaucoup d'informations aux IA. L'IA, du coup, donne la réponse sur quel produit il faut choisir et elle donne en fait le site. Donc, en fait, tous les affiliés, ils sont morts. Mais j'ai envie de dire, c'est la sélection naturelle, tu vois. Il y a une nouvelle technologie, bah, il va y avoir des gens qui vont être laissés sur le bas-côté. Ouais. Et il y a eu une énorme panique en France et dans tous les pays du monde sur les médias. Le Monde, Le Figaro, Le Parisien, tu vois? Tous ces médias-là qui vivaient de leurs lecteurs Ils ont sont eu 2 subventionnés, possibles. non? Oui, il y en a qui sont subventionnés, mais quand même, avoir les abonnements de tes auditeurs, c'est quand même bien, tu vois? Ouais, ouais, Pouvoir bien sûr. monétiser via, des parutions dans la presse, c'est quand même une de leurs grosses sources de revenus. Et donc, en fait, ils se sont dit: «On fait quoi? Est-ce qu'on bloque les IA? Est-ce qu'on leur laisse venir scraper notre contenu?» Et du coup, au début, tout le monde s'est dit: «On bloque les IA, on veut pas que les IA accèdent à notre contenu». Sauf que un jour, il y en a juste un des médias qui s'est dit: «OK, bon, bah, moi, je vais laisser les IA aller sur mon site pour, relayer mon information». Et du coup, eux, ils ont eu un pic de visiteurs et donc tous les autres ont voulu suivre et aujourd'hui, tout le monde veut que les IA aillent scraper leur contenu. Mais au final, ils perdent énormément de sources de revenus et ils peuvent rien faire face à ça. Parce que pendant des années, c'est comme les affiliés, pendant des années, ils se sont reposés sur un business model sans construire des actifs. Et aujourd'hui, monétiser du trafic, c'est extrêmement dur au format blog, au format SEO. Donc, actuellement, c'est toujours utile de créer du contenu, mais il faut que ça soit directement pour ton site, pour ta marque, tu vois. OK. Et tu crées du contenu, plus pour des humains, mais pour être cité comme leader. Et en Ouais. soi, c'est OK. En soi, c'est OK. Parce que tu vois, moi, j'ai un logiciel. J'ai envie que des agences SEO et des consultants SEO me trouvent. Et ben, c'est pas grave. Si je me dis, je vais créer 300 guides SEO, 300 guides sur mon site internet, tant que ChatGPT me recommande à la fin de la journée, je suis content, tu vois. Parce que, aujourd'hui, on parle de GEO, donc GEO. Oui, C'est, si je dis pas de bêtises, Generative, Engine Engine Optimization. Optimization, exactement. Et c'est un petit peu le futur du SEO, c'est-à-dire comment faire pour que ChatGPT recommande tes produits. Donc ça, c'est le C'est rêve ça. aujourd'hui. De plus en plus, les gens utilisent l'IA et si ChatGPT va spontanément, gratos, bosser pour toi, proposer tes produits aux gens, mais c'est trop cool. Concrètement, Ouais. est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce nouveau concept qui émerge? C'est un concept qui paraît très vague, mais qui est super simple. Le GEO, c'est de la préparation avant et après le SEO. Donc en fait, tous les conseils qu'il y a sur YouTube, sur Internet, pour faire du SEO, ça s'applique au GEO au centre. Il y a juste 5% avant et 5% après qu'il faut prendre en considération. Les 5% avant, c'est quels sont les prompts que tu vas envoyer à l'IA. Quelles sont les questions que les utilisateurs, que tes clients idéaux, vont poser aux IA. Ensuite, une fois que tu as défini ces prompts, bah, tu vas regarder ce que l'IA recommande déjà. Donc, quels sont tes concurrents qui sont bien recommandés sur ces prompts-là. À partir de ça, tu vas créer ta stratégie SEO. Tu vas créer tes guides sur ce qui est déjà recommandé.
Parce que l'IA, quand tu lui dis, par exemple, quelle est la meilleure marque de café, elle va prendre le prompt et elle va le séparer en plein de petits mots-clés. Et elle va tous les rechercher sur Google. Et ces mots-clés-là, elle te les donne l'IA. Avec des logiciels, n'importe lesquels, même si c'est pas le mien, tous les logiciels GEO te disent, OK, pour répondre à la question, quelle est la meilleure marque de café? L'IA va aller voir comparateur meilleure marque de café, meilleure marque de café bio et elle va regarder tous ces mots-clés-là et toi, en tant qu'entrepreneur, il faut que tu sois présent sur ces mots-clés. Donc en fait, c'est juste un travail de recherche préliminaire sur qu'est-ce que les IA recherchent. Ensuite, tu fais tout ton boulot SEO, bah, du coup avec l'IA de manière beaucoup plus, quantitative et aussi qualitative et à la fin, les 5 derniers pourcentages, c'est quels sont les médias que, ChatGPT se sert comme source. Si par exemple, ChatGPT va tout le temps taper dans le même site, dans le même forum d'experts de café et bah, toi, tu peux dire: «OK, bah, je vais aller payer ce forum-là pour être premier dans leur liste» et OK. donc en fait, ça reste du SEO, mais c'est vrai que c'est exceptionnel pour la conversion. Moi, j'ai accès du coup à beaucoup de data avec mon logiciel. Je vois les taux de conversion parce que je suis directement connecté au Google Analytics des clients. Les taux de conversion sont délirants sur le Géo. Vraiment. C'est des taux de conversion tout le temps à 2 chiffres et on est vers du 20-30 de taux de conversion. Et tu sais, il y a quelque chose qu'on appelle le biais d'automatisation. En gros, c'est la tendance, des humains à faire confiance, à la machine et ça Ah, s'applique avec totalement, les IA. Quand, mais ChatGPT totalement. te dit un truc, même s'il te dit de la merde, même s'il hallucine, bah, toi, tu as beaucoup plus tendance à le croire que si c'est, ton pote qui te le dit. Parce que ton pote, tu dis: «Bah, lui, il en sait un peu rien», alors que quand je sais ChatGPT, tu sais, c'est comme une autorité maintenant. ChatGPT, il a dit ça, bah, ça doit être vrai. Avant, c'était Google, tu vois? C'était internet, mais et c'est vrai que si, ChatGPT, moi, me recommande un produit, bon ChatGPT ou, une autre IA, j'ai tendance à, tu vois, à prendre ça au sérieux. Je vais aller voir, je vais me dire: «Ah ouais, ça a l'air cool, ça doit être un des meilleurs s'il me l'a recommandé» et je crois que j'ai déjà acheté deux trois trucs, en demandant moi-même à l'IA quel est le mieux, cette catégorie de produits, c'est lequel, quelles sont les meilleures marques, pour Mmh. retrouver des SaaS aussi, par exemple. Là, aujourd'hui, je cherchais un SaaS pour, faire des transcriptions audio. Ben j'ai demandé à Claude et il m'a donné des outils. Il y en avait que je connaissais, d'autres que je connaissais pas. Je vais aller voir et je pense que de plus en plus, les gens achètent depuis les IA et même je crois que ChatGPT, si je dis pas de bêtises, a lancé une, fonctionnalité pour ça. Ils ont lancé, Shopping, Ouais. effectivement. Ils ont lancé Shopping où, toute ton expérience client sur ce que tu as vraiment besoin, c'est dans ChatGPT et tu peux directement commander dans ChatGPT. Et je rebondis sur ce que tu as dit. Les gens font encore plus confiance aux IA parce qu'il y a, OK, le critère, c'est une nouvelle technologie, elle va sur plein de sites, on est d'accord là-dessus. Mais aussi, une autre chose, c'est qu'il y a pas encore de publicité. Quand on va sur Google, on se dit: «Ah ouais, ça c'est des résultats, sponsorisés, donc c'est de la pub, donc c'est peut-être pas les meilleurs résultats». Mais en fait, dans les IA actuellement, comme il y a aucune IA qui a vraiment mis en place un système de monétisation, on se dit vraiment on baisse notre garde et on se dit vraiment: «OK, il y a pas de pub sur ChatGPT, on peut y aller, c'est la vérité, c'est le consensus Ouais. général», tu vois? Et on Mais se fait alors, tous avoir. est-ce que le jour où Sam Altman décide de lancer un modèle publicitaire, il risque pas de perdre la confiance des utilisateurs? Si, mais je pense que c'est leur seul edge, malheureusement et c'est un petit peu leur prison, c'est que Mmh. leur seul avantage vis-à-vis de Google, c'est qu'ils sont neutres. Bon, ChatGPT est un peu woke, tu vois? Mais ils sont neutres dans les recommandations. Mmh. Alors que Google, bah, il y a les résultats, OK, de l'IA, mais à côté, il y a des mentions sponsorisées qui viennent de Google Ads, tu vois? Là Et en là, tu fait, parles de Google quand tu tapes, dans google.com ou sur, Gemini? Parce que moi, j'utilise Gemini. alors, en fait, tu peux utiliser Gemini, mais quand tu tapes sur google.com, c'est pas encore déployé totalement en France. Ça s'appelle, AI Overview, donc c'est l'entrevue, on va dire, c'est le résumé des résultats. Donc si tu tapes une question, un vrai prompt dans Google, il te donne un petit résumé avec les sources à côté et juste en dessous, tu as les résultats, sponsorisés. Mais ils vont très bien arriver à faire une fusion des 2 pour te recommander des termes qui soient aussi sponsorisés, des marques qui soient aussi sponsorisées. Donc le seul edge, le seul avantage compétitif, on va dire autour de l'expérience utilisateur de OpenAI, c'est que, bah, ils monétisent pas en fait. Mmh. Je voudrais savoir aussi, on parle depuis tout à l'heure de SEO, on a mentionné le GEO qui est une extension du SEO pour, se faire recommander par, ChatGPT et les IA.
Tu nous as pris l'exemple du café, mais les gens qui nous écoutent sont plutôt des formateurs, des coachs, peut-être des thérapeutes qui vendent des Mmh, services. Dans ce ouais. cas-là, comment est-ce qu'on met en place tout ça concrètement? Est-ce que déjà c'est intéressant de faire un travail sur le SEO? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques quand on est plutôt dans le produit, digital? Alors, c'est un sujet super intéressant parce que au début, et je vais être totalement honnête, c'est pas intéressant de faire du SEO, tu vois? Si demain tu es infopreneur, que tu crées des vidéos YouTube et que tu crées, des reels sur Instagram, ton audience, elle va pas taper, son problème dans ChatGPT ou alors c'est pas le même type de client que tu vas aller cibler. Si demain tu es thérapeute, même si tu fais des prestations physiques, sauf si tu as un business et un établissement physique, directement où les gens peuvent se rendre, je sais pas, par exemple, un studio de yoga, c'est pas intéressant de faire du référencement. Parce qu'en fait, tes clients, ils vont te trouver sur les réseaux sociaux. Donc, mieux vaut, à la limite, bien travailler son référencement YouTube, bien travailler son référencement dans Instagram, plutôt qu'aller dans les IA. Par contre, là, c'est utile de s'intéresser à ça, surtout dans les IA, c'est pour ta réputation en ligne. Il y a des entrepreneurs qui sont très connus sur la scène médiatique francophone qui m'ont contacté parce que ChatGPT disait justement des choses pas top à leur effigie. Ah oui, Mais il se vraiment, faisait mais terrible. défoncer par l'IA. Non, Il se faisait oui, parce traiter qu'en de vendeur de rêve ou des trucs comme ça? d'arnaqueurs, Ah de putain! personnes. Oui, oui. Ah putain, ChatGPT qui les clash. Je vais prendre un exemple, mais j'ai pas travaillé avec ces deux personnes. Il y a eu un énorme drama il y a quelques, semaines, voire un mois, entre Hakim Benotman et Anthony Bourbon. Ils ont tous les 2 un groupe d'investissement et ils se sont clashés en ligne. Ils ont fait beaucoup de vidéos les uns, après les autres et ça a suscité du coup l'attention des médias et les médias en ont fait des parutions de presse. Sauf que le problème avec ça, c'est que maintenant quand tu demandes à ChatGPT: «Est-ce que Hakim Benotman ou est-ce que Anthony Bourbon est un entrepreneur fiable?» Les résultats de ce drama-là, donc les parutions presse, influencent les IA et impactent négativement les réponses des IA. Et moi, du coup, la prestation que j'avais fait pour 2 entrepreneurs qui ne sont pas ces 2-là, était de découvrir quand tu poses des dizaines de questions différentes sur toi, par exemple sur Emilio Abril. Est-ce que Emilio Abril est quelqu'un de confiance? Est-ce que c'est un arnaqueur? Est-ce qu'il a eu des antécédents avec la justice, et cetera? On pose des centaines de questions aux IA, plusieurs fois, donc des milliers de fois, et on regarde les réponses des IA, est-ce qu'elles sont positives ou négatives, et quand elles sont négatives, quelles sont les sources. Et des fois, tu as des vieux avis au fin fond d'un forum qui remontent. Et ça, c'est le travail de PR, donc de Public Relations, de personnes qui va nettoyer ta réputation en ligne. Et ça, je suis extrêmement bullish pour les agences qui vont mettre ça en place pour les gros entrepreneurs, parce qu'avant, c'était sur Google, mais maintenant, il faut vraiment tout ratisser parce que dès qu'il y a des petites choses négatives sur internet, ça remonte dans les IA. Mmh. Après, s'il y en a qui sont des gros scammers, c'est aussi le karma, tu vois? Ah mais totalement, totalement. Et donc après, ils peuvent Mais quand même, supprimer les avis négatifs? c'est rare, c'est rare. En Ouais. fait, ce qui est bien aussi, c'est que les IA, leur pondération d'importance, elle se base aussi sur la qualité de la plateforme. Donc, par exemple sur Reddit. Reddit, c'est vraiment la démocratie totale. Si tu fais un post, on va dire honnête, ton post, il va pas être supprimé, c'est impossible. Pareil sur Trustpilot. Trustpilot, c'est difficile quand même pour certains avis de les supprimer. Pareil sur la fiche Google My Business. Donc en fait, les IA le savent et du coup vont se baser Mmh. sur ces plateformes-là plus que d'autres. Donc oui, en fait, si tu as fait vraiment des choses négatives, bah, tu vas prendre tarif encore plus que sur Google. Par contre, si tu as juste eu un dérapage dans ta carrière et un petit accroc avec quelqu'un, ça te plombe en fait. Donc Ouais, ouais, vraiment, ouais. il vaut mieux rien dire parce que ça peut tout le temps te retomber dessus sur le long terme. Donc bonne pratique SEO, prendre soin de sa réputation, faire du bon produit, avoir des clients satisfaits et et voilà. Mais Et vraiment, pas faire de vagues. et sinon, pour, plutôt toujours pour des formateurs coachs, si par exemple on fait des vidéos YouTube, quelles sont les bonnes pratiques aujourd'hui pour, être bien référencé sur des mots-clés dans sa thématique? Est-ce que c'est juste, mettre le mot-clé dans le titre et ça suffit en mode 20-80 ou est-ce qu'il y a des choses à optimiser pour, avoir des résultats plus intéressants? Alors, c'est super intéressant parce que moi aussi, j'ai essayé de faire ça pour ma propre chaîne YouTube et il y a des outils SEO qui sont spécialisés pour le SEO sur YouTube et il y a pas mal de choses qui sont à mettre en place, mais c'est très simple. Premièrement, il y a tout le setup de sa chaîne YouTube avec, bah, son nom,
sa description, sa bannière, les tags qu'on peut enregistrer sur sa chaîne YouTube. Il y a, on va dire, un setup technique qui va être important à faire. Ça va peut-être prendre 1 heure ou 2. Ensuite, il va avoir l'analyse des tendances sur YouTube de sa thématique. Donc là, déjà faire un travail préliminaire sur, OK, quelles sont les meilleures vidéos qui ont fonctionné, les types de miniatures, les types de titres, les types de descriptions. Et après, quand on va du coup avoir une idée de vidéo à faire, il va déjà falloir regarder ce qui est bien référencé. Et tous les titres des concurrents, vous allez pouvoir les reprendre et les reformater dans une description optimisée. Comme ça, vous allez utiliser en fait les mots-clés qui sont déjà bien exploités sur YouTube afin de recréer votre vidéo. Pour faire vraiment simple, il va y avoir 3 endroits où il va falloir mettre les mots-clés. Dans le titre de la vidéo, dans la description à plusieurs endroits et aussi en commentaire. Si, j'ai remarqué que si les gens commentaient le mot-clé principal de la vidéo, ça allait améliorer votre référencement. D'accord. C'est-à-dire toi-même commenter ou quand tes Non, viewers commentent? quand les viewers commentent. Par exemple, là, j'ai sorti une vidéo sur comment créer une agence SEO. J'ai demandé dans la vidéo, commenter avec le mot-clé agence SEO. Même si vous n'avez pas d'agence Ah! SEO, dites, moi, j'ai pas d'agence SEO. OK, OK, je vois, ouais. Et ça marche vraiment bien. Ah, c'est intéressant. Et c'est vrai, donc tu as vu tu as vraiment vu une différence de performance dans les contenus après avoir mis en place ces pratiques? Alors, en fait, c'est tout le temps le problème avec l'optimisation SEO pour du contenu, c'est que le facteur numéro un, c'est le watch time. Ouais, Donc, en ouais, ouais, bien fait, si sûr. tu as un watch time excellent, tu peux mettre aucune description et ta vidéo, elle va faire des millions de vues, tu vois. Par contre, si demain, tu fais une vidéo full optimisée SEO, mais que la vidéo, elle est nulle, peu importe si tu peu importe si tu as optimisé ta vidéo, les gens vont se barrer. Donc, le critère numéro un, le watch time, va pas être là. Donc, tout le reste Ouais. va pas être utile. On va dire que c'est important, mais le focus, ça doit quand même être de faire un bon contenu, tu vois? En fait, j'ai l'impression que le SEO, c'est un peu comme, quand tu fais de la muscu, prendre de la protéine en poudre. C'est un bonus, mais tu peux très bien te démerder sans et c'est pas C'est ça, l'essentiel. Si tu veux, tout l'essentiel, à c'est fait. de faire du contenu que les gens veulent voir. Ça, c'est la base. Mmh, Faire du contenu mmh, que les gens ont envie de regarder. Donc pour avoir du watch time et c'est ouais, la métrique principale que l'algorithme, prend en compte pour, te mettre en avant. Mais après effectivement, quand tu as déjà des routines en place, que tu publies des vidéos régulièrement, que tu as une certaine, croissance, une certaine autorité, là oui, ça peut, je pense, faire sens, d'optimiser des détails et le SEO en fait partie. c'est ça, c'est exactement ça. Une fois qu'on a une bonne cadence de production, pourquoi pas faire l'extra step pour aller améliorer, le référencement de ces vidéos et souvent, Ouais. ça en dit long sur, la stratégie de contenu et vraiment, moi, ce que j'adore le plus avec le référencement, c'est comprendre ce que les gens recherchent vraiment. Parce que des fois, tu peux dire: «OK, je connais mes clients», mais tu sais pas vraiment ce qu'ils recherchent jour après jour sur YouTube ou sur Google. Et j'aurais une autre question par rapport, au SEO, c'est que quand on pense, par exemple à SEO YouTube, on s'imagine aller chercher Mmh. des mots-clés spécifiques, par exemple, je sais pas, dans la niche du fitness, entraînement biceps, complément alimentaire, choses comme ça. Mais, comment ça fonctionne le SEO quand on essaie de construire une marque personnelle? Parce qu'il y a énormément de, entrepreneurs qui ont leur site avec nom, prénom. Moi, par exemple, Ouais, emilioabril.com, et qui justement essaient de grossir l'engouement autour de leur nom, de devenir connus, de devenir, une marque personnelle, quoi. Et après évidemment les règles de référencement, j'imagine, s'appliquent. Tu as ton site qui tu veux qu'on tape ton nom, on te trouve bien. J'imagine aussi que c'est plus facile parce que à moins que tu aies un nom ultra générique où tu as 10 autres Gugus qui ont le même nom que toi, en France là, ou qui font des trucs en ligne, là ça va être chaud. Mais, est-ce qu'il y a des choses à savoir par rapport à ça pour le personal brand? franchement, c'est compliqué le personal brand parce que, encore une fois, l'essentiel, c'est juste faire parler de soi et souvent, la majorité des personnes, ils prennent 2 chemins. Soit ils sont en mode, bon père de famille, ils créent du contenu de manière régulière, voilà, ils ont une bonne cadence et ils font pas de vagues ou de contenu ultra viraux. Ou alors ils font, vraiment du contenu de manière complètement endogène, complètement dégénérée et le but, c'est qu'on parle plus d'eux, viralité sur viralité sur viralité. Moi, ce que je vois en termes de référencement pur et dur, c'est que l'avantage numéro un, vraiment l'avantage qui change tout, quand on fait du référencement sur son personal brand, c'est qu'en fait, ton nom, c'est le nom de ta marque, tu vois? Et pour prendre un exemple concret, si demain tu tapes Decathlon et que tu cliques sur le lien Decathlon, ça envoie un signal ultra fort à Google de dire: «Cette marque, elle est déjà connue, donc
c'est une marque de confiance, tu vois. Et quand toi, on va taper Emilio Abril sur Google et qu'on va cliquer sur ton site plutôt que sur un autre site internet, et ben ça va directement envoyer à Google, OK, c'est une marque, c'est vraiment une entité, j'ai confiance en elle. Et donc là, ça va améliorer ton référencement. Maintenant, pour développer sa personal brand, je pense que ça passe uniquement par ton contenu et par tes idées, tes concepts. Maintenant, pour améliorer, on va dire, drastiquement ta réputation, je pense qu'il n'y a pas vraiment de conseils à donner en termes de SEO. Le plus important, c'est plutôt savoir la contrôler et faire une veille de ce qui se dit sur toi. Donc, par exemple, un mot-clé qui ressort très souvent, c'est ton nom et ton prénom plus avis, témoignage, Mmh. arnaque. Et en fait, faut les rechercher, ces mots-clés, pour voir qu'est-ce qui apparaît dessus. Parce que peut-être tu as un concurrent qui a créé un site WordPress tout pété et qui a fait un faux site WordPress, emilioabril-arnaque.com, et que, en fait, si tu l'as pas vu, bah, peut-être qu'il ressort deuxième après ton nom. Mmh. Et donc, ce qui est important, c'est de voir ça. Et si un jour ça vous arrive, eh ben, va falloir mettre la main au porte-monnaie pour acheter des articles de presse pour rassurer, on va dire, les gens et partager de tes projets. Et donc, ce qui se passe en général quand on fait des relations publiques, pour un entrepreneur, c'est qu'on va venir diluer, en fait, le drama. On va venir rajouter des contenus plus frais dans la média, dans la presse, afin de diluer tout ça. Et ça a un impact direct dans les IA. Quand on vend de la formation en ligne ou du coaching, est-ce que c'est intéressant de créer un Trustpilot? Ah ouais. C'est l'un des points les plus importants que je donne à toutes les entreprises. Toujours avoir un endroit public sur une plateforme externe où tout le monde peut collecter ses avis. OK. C'est Bah, c'est c'est le intéressant truc parce le plus que important. C'est ultra mais moi important. je l'ai même pas fait, je pense que je vais le faire. Je l'ai fait pour, mon SaaS, Tiny Pages, Mmh. parce que là, je me suis dit: «Pour un SaaS, c'est essentiel». Mais je m'étais jamais dit que pour, moi, ma marque personnelle, vente de formation, j'étais toujours parti du principe que les gens me font confiance après avoir, consommé une grande quantité de mon contenu, ce qui est vrai. Mais après effectivement, il peut toujours y avoir des gens un peu, sceptiques ou inquiets qui vont aller faire des recherches avant d'acheter un programme. Et c'est vrai que, ouais, le Trustpilot en général, il va sortir dans les premiers résultats, j'imagine, si tu tapes, ton nom plus Tout à avis. fait. Tout à fait. Ouais. Et c'est même pas pour un but, encore une fois, c'est plutôt de la prévention et se préparer au pire. Parce que là, tu vois, demain, si toi, tu as pas de Trustpilot, moi, je vais sur Trustpilot, je tape ton nom, je peux quand même te mettre un avis, enfin, une étoile si tu as pas créé de Trustpilot. Tu auras un profil emilioabril.com qui sera pas revendiqué. Donc toi, tu pourras le revendiquer plus tard et devenir le propriétaire. Mais en fait, si quelqu'un demain veut te nuire, il te crée justement Trustpilot pour toi, il te met un avis une étoile, et ça apparaît directement en première page Google, juste après ton site, tu vois. Ah ouais. Emile Abril, 2 points, indice de confiance très faible, 1 sur 5 Trustpilot, tu vois. Et donc en fait, ce travail-là aussi, pour que ça soit les coachs, les infopreneurs, ça va être de préparer, on va dire, heu, vraiment de préparer sa réputation en ligne pour que si un jour il y a, des haters ou des concurrents qui ont des mauvaises intentions qui veulent vous nuire, qu'ils puissent pas en fait vous nuire. Parce que vous avez déjà un Mmh. Trustpilot avec 300 avis 5 étoiles. Je dois vous avouer un truc, ça me fout un peu la honte, j'avoue. Mais quand je fais le montage d'un épisode de podcast, je me rends compte que énormément de choses que l'invité a partagées, j'ai oublié. Alors heureusement, moi je réécoute en faisant le montage, mais pour toi qui vas écouter ce podcast qu'une seule fois a priori, il y a probablement plein d'outils, de conseils, de techniques, de hacks, peut-être des livres, des citations qui ont été partagées par l'invité. Toutes ces pépites, en général, tu les oublies, et c'est bien bête, parce que ça aurait pu changer ta vie. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout rassemblé dans une fiche pépite, la fiche pépite du podcast. Pas seulement les pépites d'aujourd'hui, mais les pépites partagées par tous les invités du podcast de tous les temps. Fiche que je mets à jour à chaque nouvel épisode. Tu peux la recevoir, c'est gratuit, le lien est dans la description. OK, Thibaut, j'aimerais qu'on parle aussi de ton expérience avec, le SaaS, Oui. parce que toi, donc à la base, tu nous as dit que d'abord tu avais commencé, commencé à faire des petits business à droite à gauche et puis ensuite tu avais lancé ton agence. Tu Mmh. as arrêté ton agence. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer pourquoi? Moi, ça m'intéresse ce modèle d'agence, j'y connais pas grand-chose. J'entends des gens qui disent que c'est génial, j'entends des gens qui disent que c'est nul. Toi, concrètement, qu'est-ce que tu en as pensé après, tu m'as dit, je crois 2 ans, à faire une C'est agence ça, SEO? Ouais. c'est ça. Agence SEO, 24 mois. Alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est un business model fantastique. Pour moi, c'est formidable pour te former, pour te mettre au niveau du marché.
Pour moi, Mmh. c'est le business qui est le plus terre à terre, brut. Tu parles avec des entreprises, des entrepreneurs souvent très différents, et ça te permet de vraiment de comprendre leur situation, comprendre l'intérêt de ton service. Et en fait, les gens, ils vont pas acheter pour tes beaux yeux. Il y a beaucoup moins cette dimension personal branding dans une agence, parce que peu importe ta notoriété, si tu apportes pas de résultats dans ton service, la personne arrête, tu vois? Là où dans la formation, toute la valeur est mise avant la conversion, dans le marketing pour convaincre, et après, même si la formation est pas du top top, bon, à la limite, la personne va pas racheter, mais tu as eu la transaction. Alors que dans l'agence, la valeur, elle est pendant le service, tu vois? Sinon la personne arrête et elle se désabonne. Et donc, moi, ce que j'en ai pensé, c'est que c'est un modèle parfait pour faire 0 à ses premiers 100 000 € de patrimoine. Donc, ses premiers 0 à 10, 15, 20, 30 000 € par mois de chiffre d'affaires. Par contre, après les 30 000 € de chiffre d'affaires, il y a un plafond de verre qui est énorme. Qui est énorme parce que on est en prestation de service, il y a de la communication avec le client, il y a de la prestation, il y a des échanges. Et même si on productise et qu'on standardise un maximum l'agence, il y a tout le temps des couacs, il y a tout le temps des échanges. Donc moi, j'étais vraiment obsessionnel au niveau des processus, de l'onboarding, de l'offboarding, de la gestion avec les clients. Mais vouloir scaler une agence, c'est essayer d'enfoncer des carrés dans des ronds et ça marche pas en fait. En fait, ça va très vite à lancer, ça va très vite à se faire une réputation, mais tu travailles beaucoup plus dans le business que sur le business. Ça veut dire que toute la journée, même en tant que CEO, tu vas résoudre des problèmes de communication avec clients qui vont pas ajouter de la valorisation à ta boîte, qui vont pas forcément ajouter beaucoup de revenus, mais qui vont te permettre de garder ton revenu, garder tes clients. Et moi, au bout de justement d'avoir beaucoup développé l'agence, je me suis rendu compte, du coup, avec mon ancien associé, parce qu'on était 2 dans la boîte, que en fait, j'aspirais à quelque chose de différent. Pas que l'agence c'est moins bien ou mieux que quelque chose d'autre, mais c'est juste que c'est un modèle qui pour moi a une limite et toutes les personnes qui disent: «L'agence c'est génial», ont une formation à vous vendre ou un coaching à vous vendre. En fait, tous les gens qui disent: «Ouais, je vais scaler ton agence, le scale du scale du scale, 100 K par mois le mois prochain et tout», Ouais. qu'ils ont un truc à vous vendre, genre vraiment. Sinon tout le monde non, l'agence, ça serait génial. Non, non, l'agence, le problème c'est que dès que tu as des nouveaux clients, tu dois recruter des gens et donc en fait, là où le SaaS est exponentiel dans ses revenus, l'agence est, linéaire, mais j'ai envie de dire que c'est une linéaire qui descend un peu. Parce qu'à chaque fois que tu vas avoir 5 ou 10 clients, tu vas devoir recruter un chef de projet qui va te gratter quelques pourcentages de marge et donc Mmh. au début à 10 K par mois, tu es à 90 de marge, à 20 K, tu es à 80, à 50 K, tu es à 50 et à 100 K par mois, tu es à 30 de marge. Intéressant, ouais. OK. Donc, à la fin, tu dis: «Purée, mais des fois, mieux vaut rester en freelance plutôt que faire une agence à 10 ou 20 K, quoi». C'est vrai qu'il y en a beaucoup qui vont te faire croire que tel ou tel business model est facile, alors qu'en réalité, tous les business models demandent de bosser, quoi. Et tous les business models aussi ne sont pas faits pour tout le monde. Moi, par exemple, je sais que dans une agence, je serais lamentable. J'ai beaucoup de mal avec, le management, gérer des humains. Pendant quasiment, 10 ans, j'étais, solopreneur à vendre des formations un peu tout seul dans mon coin et moi, ça fonctionnait bien comme ça. Maintenant, j'ai lancé un SaaS, donc il y a un peu plus d'humain quand même, parler avec les clients, faire des appels et cetera et je me challenge aussi, je sors un peu du mode antisocial, donc ça fait du bien. Mais après Oui. clairement, si c'est pour, monter une structure avec, des managers, gérer des égos toute la journée, Mmh, 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 moi mmh. je sais que je serais très mauvais là-dedans, que c'est pas du tout mon avantage compétitif, alors que le SaaS, je prends beaucoup plaisir là-dedans. Mais clairement, c'est tous les business ne sont pas faits pour tout le monde et souvent on va vous vendre des modèles, comme étant, le modèle parfait, alors qu'en réalité, c'est pas parfait pour tout le monde et ça demande beaucoup de travail. Exactement et surtout, à la fin, on se tue sur peu importe le business dans lequel on est, mais est-ce qu'à la fin, le business a une vraie valeur? Et surtout, les business qu'on lance, quels sont les leaders? En fait, toutes les agences qui, aujourd'hui, sont valorisées à plusieurs millions d'euros, elles ont la même structure. C'est des boîtes qui sont en France, elles ont des bureaux, elles ont des personnes en interne, tu vois? Il y a aucune agence qui fait plus de 10 millions à l'année ou même plus de 5 millions à l'année qui a que des freelances. Parce qu'en fait, au bout d'un Mmh. moment, les freelances, il faut qu'ils soient calqués sur tes process, il faut que tous les matins, ils se connectent à la même heure, il faut pas qu'ils soient en retard avec les clients et du coup, ça demande vraiment d'avoir un cadre comme à l'ancienne, avoir des bureaux, avoir des charges Ouais, ouais, ouais. et en fait
si toutes les boîtes qui font plus de 5 millions ont ce modèle-là, c'est pour une raison, tu vois. Et aujourd'hui, il y a tous les nouveaux entrepreneurs, nouveaux infopreneurs qui arrivent sur YouTube et qui veulent un peu, peut-être de manière un petit peu arrogante, révolutionner ce modèle-là. Mais à la fin, c'est pas comme ça que ça marche ce business, tu vois. Ouais, Et en fait, tu peux pas c'est pas un lifestyle business, l'agence, c'est exactement. vraiment un Et tu deals, tu vois, comme tu disais, tu deals avec plus de personnes dans le SaaS, mais dans l'agence, je ne t'explique pas, c'est le jour et la nuit, vraiment. Enfin, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. L'agence, c'est fois 10 le nombre d'humains avec qui tu interagis. Et à la fin, ton agence est très difficilement valorisable. Parce qu'en fait, une agence, elle est valorisée via son EBITDA, mais c'est pas les multiples que tu as en logiciel, hein. C'est c'est quoi beaucoup, ça? beaucoup Tu peux plus bas. nous expliquer? Alors, l'EBITDA, du coup, c'est concrètement, pour faire très simple, ce qui reste à la fin de l'année sur le compte en banque une fois que tu as enlevé toutes tes charges. Donc, concrètement, c'est ton bénéfice. C'est le mot comptable. Et à ce chiffre-là, tu ajoutes un multiple qui va te permettre de définir la Ouais, valorisation de ton entreprise. OK. En fonction aussi de la typologie de tes clients, de ton ancienneté, de ta stabilité, de plein de paramètres, ça va un petit peu influencer. Et donc, en fait, tu as des agences qui peuvent se revendre 3, 4, 5 fois les l'EBITDA, donc des grosses structures. Mais en fait, quand tu as une petite agence qui fait moins de 100 cas par mois, à revendre, c'est difficile. Parce qu'en fait, même si sur le papier, tu fais une valorisation, il faut trouver quelqu'un pour acheter ça. Et j'ai envie de dire, à la fin de la journée, si tu as quelque chose qui vaut 100 000 euros sur le papier, mais que personne veut t'en donner 100 000 euros, bah ça vaut pas 100 000 euros. Ouais, bien sûr. C'est pas du tout liquide, ça doit prendre C'est du ça, temps à revendre et souvent tu dois te retrouver à faire des rabais. J'imagine si ton agence est un peu une commodité parce que tu as plein d'autres concurrents qui vendent des agences un peu comme la tienne, elle a rien de spécial. J'imagine que ça doit être chaud quoi de exactement. ouais. C'est ça. Et donc moi, ce que j'ai opté, heureusement que j'avais un cofondateur et je lui ai laissé les rênes de l'agence parce que lui, en fait, on s'est rendu compte qu'il avait, depuis le début, il était dans le back-end. C'est lui qui gérait les équipes, etc. Et en fait, on s'est dit, mais au final, c'est lui qui est fait pour être CEO, manager, gérer tout ça, gérer les projets. Et du coup, au final, je lui ai laissé les rênes de l'agence et depuis, il la développe bien mieux que moi. Moi, je suis beaucoup plus heureux parce que du coup, mon logiciel bah, sert à l'agence. Il est client, du coup, c'est mon client. Et ça se passe beaucoup mieux. OK, Et super. je me suis juste avoué qu'il y avait certains combats qui méritaient pas d'être menés, parce que j'étais juste, pas le bon profil, tu vois? Ouais, bien sûr. Donc, toi et moi, on a chacun lancé un SaaS pour Mmh. résoudre un problème qu'on avait dans notre précédent business. C'est Moi, ça. avec Tiny Pages, le problème que je résous, c'est la complexité des outils marketing qui, moi, ça m'a fait m'arracher les cheveux pendant des années, toute cette friction technique. Je voulais un truc simple qui permette Mmh. de gérer un business de formation simplement avec le moins de barrières techniques possibles. Donc on l'a créé Mmh. et toi, c'est pareil. Donc aujourd'hui, tu as un SaaS qui s'appelle Sorank. Est-ce que tu peux C'est nous ça, expliquer un petit peu déjà à quoi ça sert, sans rentrer peut-être dans les détails techniques parce que ça intéressera pas forcément, bien les sûr. gens d'avoir tout le jargon, mais au moins concrètement à quoi ça sert et qui ça aide à faire quoi? De base, on voulait juste aider tout le monde à être bien référencé dans ChatGPT comme c'était un petit peu le buzzword. Voilà, le Mmh, GEO. Et on s'est rendu compte que la majorité des gens qui avaient besoin d'un logiciel et qui avaient un gros problème comme moi dans mon agence, c'était les agences et consultants. Donc, Sorank, c'est un outil pour les agences et pour les freelances qui permettent de délivrer leurs clients en un seul endroit. Concrètement, on a un CRM client connecté à toutes les fonctionnalités qu'une agence SEO doit faire. Créer des articles de blog, acheter des liens dans la presse, corriger les problèmes d'un site. Et on a tout centralisé en un seul endroit parce que les agences, elles claquent des sommes astronomiques dans des logiciels et surtout dans des équipes en fait. Et les équipes sont tellement pas productives, elles font des copier-coller toute la journée entre tous les outils. Et donc nous, on arrive comme Go High Level pour ceux qui connaissent. Donc on arrive avec une solution tout en un pour aider ces agences-là à délivrer de manière beaucoup plus rapide leurs clients. OK. Donc c'est un SaaS B2B, on est d'accord? Ça reste vraiment seulement aux agences? Tout le monde peut s'en servir, mais comme c'est du jargon technique, il faut au minimum avoir des bases en SEO. Donc on vise vraiment que les agences. Ouais, on est en B2B. Ouais. Mais donc j'imagine que, tu c'est un SaaS que tu vas vendre, sur des deals, assez chers ou c'est pas un truc à 50 balles par mois, quoi? Alors justement, nous, on a un petit peu scanné le marché, scanné ce que les gens voulaient. Et la chose la plus profitable pour nous et la plus acceptable pour les clients, c'est de faire un abonnement par client, donc par siège. Si une agence SEO, elle a un seul client, elle nous prend un seul abonnement en fonction du prix de Mmh, d'accord. en fonction de sa prestation.
Et ça commence à partir de 100 euros par mois. Donc, une agence qui a 20 clients et qui nous prend 20 licences, elle va nous payer du coup 2 000 euros par mois pour délivrer tous ses clients. Et ces 2 000 euros qu'elle va dépenser chez nous, c'est peut-être 5, 6, 7 000 euros qu'elle va pas dépenser en logiciel et en team. Non, mais c'est totalement cohérent parce qu'en fonction de la taille, de l'agence, le tarif, s'adapte et c'est aussi, j'imagine, proportionnel avec, les revenus que l'agence, elle, génère. Donc, avec, Tiny Pages d'ailleurs, cette année, on va développer une fonctionnalité de, multi-compte pour aussi OK, les agences, gestion de réseau qui travaillent pour des, créateurs de contenu, des coachs et cetera, pour leur permettre en fait de pouvoir, gérer plusieurs utilisateurs à la fois et ça permet effectivement d'aller signer des clients qui rapportent beaucoup plus que, parce qu'en bien fait, sûr, c'est le truc, c'est que c'est souvent aussi facile de closer une agence que de closer un utilisateur individuel. En fait, tant que tu parles dans l'agence à la personne qui prend des décisions, bah, si, ça résout son problème, le SaaS que tu fais, elle le prend et puis voilà. Mais après derrière, c'est une autre échelle. Si, tout à elle fait. gère 100 clients, c'est fois 100 quoi. C'est clair. Et puis surtout, ces personnes-là, elles ont de l'argent, elles voient directement le retour sur investissement. Et après, c'est un seul interlocuteur avec qui échanger. Donc toi, à la fin, si tu as justement 30 agences qui sont clientes de Tiny Pages, bah en fait, si tu arrives à maintenir une bonne relation avec eux et avoir des bons feedbacks, bah ces 30 clients-là peuvent peut-être te prendre 300, 400, 500 licences. Et ça, c'est moi, du moins, je sais pas toi comment tu as décidé de faire ta prospection et ton acquisition. Moi, je commence uniquement par aller chercher les gens que je connais qui font déjà du consulting et de l'agence SEO. Et en fait, c'est trop facile parce que même si je leur donne un mois gratuit sur l'outil, s'ils ont été onboardés, je sais qu'ils vont acheter. Donc, je leur donne un mois gratuit, comme ça, ils ont aucune friction. Et au bout de un Mmh. mois, bah, ils ont le mur de paiement, tu vois, le paper wall là, et Ouais, bien sûr. le paywall, et Le voilà. paywall, pas Le le mur paywall, de pardon. papier. Le paperwall. Le paper wall, le fond d'écran. Est-ce que toi, tu as un challenge de switching cost? C'est-à-dire, les gens qui doivent, déplacer, leur système sur ton outil ou est-ce qu'en fait, ils peuvent direct payer et commencer à l'utiliser, sans devoir déménager d'autres, plateformes? Parce que pour, Tiny Ouais. Pages, dans le marché dans lequel on est, c'est la plus grosse objection en fait des Mm. prospects. C'est ils trouvent, le Tiny Pages super, ils aimeraient bien l'utiliser, mais souvent, tu en as qui disent: «Mais ouais, mais moi j'ai déjà tous mes tunnels de vente, toutes mes pages sur, un autre outil concurrent et même si c'est plus chiant à utiliser, bah, j'ai pas 3 semaines là devant moi pour faire la migration». Donc pour nous, on est obligé de proposer ce service-là, Mm. de l'offrir en fait pour ceux qui prennent le plan à l'année, parce que c'est vraiment la grosse objection qu'on doit travailler. Est-ce que toi, tu as ce sujet-là aussi ou pas du tout? Totalement ce sujet-là. J'ai totalement ce sujet-là, surtout parce que nous, on a du coup un CRM en interne. Et le game des CRM, c'est l'objection numéro une. C'est OK, ton CRM, il a une feature en plus que le mien actuellement, mais j'ai pas envie de migrer toute ma base de données parce que je vais peut-être perdre un peu des datas, etc. Et c'est très bien, et c'est un très bon exemple, et c'est bien qu'on en parle parce que il y a un logiciel qui a débarqué sur le marché français, qui a tout explosé. C'est iClosed. Je sais pas si tu en as entendu parler. C'est C'est le pas dans mon logiciel de domaine, mais j'en ai réservation. entendu parler, ouais. Je sais que beaucoup de closers, et Hmm. de coachs, iTicket qui ont des équipes de closers utilisent ça, c'est très populaire. Et bah, ça s'est beaucoup répandu, et eux, il y a une feature qui est incroyable, c'est que tu peux connecter ton Calendly à leur app et qui va venir importer tous tes événements, tous tes rendez-vous. Donc en fait, le switching cost est clairement diminué. Et nous, je sais ce qu'on va devoir faire, c'est la même chose, mais pour Notion, pour ClickUp, pour HubSpot, pour en fait bah, voler les clients de HubSpot et enfin voilà quoi, Ouais, rapatrier les leads qui veulent passer sur Sorank. Donc on a déjà un gros switching cost là-dessus, mais on a aussi pas mal de friction sur former les équipes à comment utiliser notre outil, même s'il est super simple et qu'il se veut automatique. Bah, quand tu as eu l'habitude d'utiliser par exemple SEMrush pendant des années, tu as tes petites habitudes, et puis t'as pas envie de passer à autre chose quoi. ouais, Mais encore une fois, comme le décisionnaire, c'est le CEO de l'agence et qui voit directement le retour sur investissement, sa team sera obligée de suivre. ouais, je vois.
Donc pour, l'acquisition, tu nous as dit que, tu utilisais d'abord ton réseau. Tu vas d'abord parler aux propriétaires d'agences que tu connais et leur donner un mois gratuit. Est-ce qu'il y a Mmh, d'autres stratégies que tu mets en place, pour, trouver des clients? ouais. J'essaie toujours d'aller vers les clients qui sont les plus chauds et qui peuvent me donner le plus de feedback. Donc pour ça, d'abord, première étape, WhatsApp. Sur mon WhatsApp, je vais fouiller tous mes contacts. J'essaie de contacter un maximum de personnes. Ensuite, LinkedIn. Bah, quand on crée du contenu, c'est un peu le cheat code de notre propre communauté. Et après, j'ai fait le SEO. J'ai pris 2 semaines pour faire le SEO de tout le site, en français et en anglais, parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde dans notre marché. Donc là, j'ai fait vraiment des centaines d'articles justement sur ce rank. Et après, les prochaines strats, c'est juste en fait bombarder de contenu. Bombarder de contenu et faire pas mal de prospection. En fait, il faut que ça soit. C'est ça que j'adore avec les logiciels, c'est que la valeur, elle est après la transaction. Parce que si ton produit il est mauvais, les gens ils vont se désabonner. Et donc Bien en sûr. fait, quand tu crées un bon produit et vraiment que tu résous un problème douloureux, c'est assez facile, je pense, quand tu es vraiment très niché, d'aller convertir des gens. Et moi, vraiment, les propriétaires d'agences, ils me disent j'attends ta nouvelle feature là parce que c'est vraiment génial et j'ai envie d'utiliser le logiciel. Donc, prospection LinkedIn, pour moi, c'est mon canal d'acquisition numéro un parce que je fais du B2B. Maintenant, si tu es coach, formateur, peut-être que LinkedIn, c'est pas le bon marché. Oh, ça peut l'être, je pense, c'est un bon canal en tout cas. Moi, je capitalise surtout sur YouTube pour, Tiny Mmh, Pages aujourd'hui. Là, je lance un podcast cette année. Je fais des lives aussi. Après, j'ai une newsletter. Mais pour moi, aujourd'hui, pour, la génération de trafic organique, YouTube, ça reste quand même, enfin, c'est la meilleure plateforme au monde. Après LinkedIn, c'est vrai que pour le B2B, je pense que c'est ce qu'il y a de mieux, quand tu t'adresses mmh. à des boîtes, dans ton cas, à des agences. Tu as un énorme asset sur YouTube, c'est clair. Et du coup, tu utilises ta chaîne principale pour Tiny Pages et tu vends ça comment? En mode, tu fais une vidéo sur un sujet et dedans tu places Tiny Pages ou tu essayes d'être un peu plus bourrin, un peu plus agressif? Eh bah, si tu veux, j'ai ma chaîne, Business Minimalist où là, je parle de Mmh. business en ligne. Où je publie notamment le podcast. Donc là, je parle parfois de Tiny Pages, je fais un petit peu du building public, je donne des nouvelles. Après, j'ai aussi la chaîne YouTube de Tiny Pages, bon, qui est beaucoup plus Mmh. petite, mais où là, je vais publier des tutos, je vais publier les nouveautés quand il y en a. Et j'ai ma grosse chaîne qui est un petit peu, en jachère en ce moment, je l'utilise plus trop, mais il y a une fonctionnalité incroyable de YouTube qui est sortie, l'année dernière, c'est de pouvoir mettre plusieurs chaînes en collaboration. Tu vois, par exemple, Mmh. toi, si tu as une chaîne YouTube, je pourrais t'inviter pour qu'on voit ta chaîne là dans le titre de du podcast Ah! et Avec hem plaisir. et ça permet de brasser, en fait, les audiences et donc maintenant quand je publie une vidéo sur ma chaîne Business Minimalist, je mets ma grosse chaîne aussi en, Mmh. connecté et puis si je sors par exemple une nouvelle, mise à jour sur Tiny Pages, sur la chaîne de Tiny Pages importante, je peux mettre aussi connecter ma chaîne, Business Minimalist. Donc en fait, OK. j'arrive à faire le pont entre les chaînes comme ça. Et puis après, bon, l'enjeu, c'est toujours de faire du contenu qui plaît, qui attire les bonnes personnes. Moi, si tu veux, là où j'ai vraiment changé de perspective, quand j'ai lancé le SaaS, c'est que j'ai complètement arrêté d'essayer de faire du contenu grand public. Il y a Mmh. eu un moment où je faisais vraiment de la viralité, hein. J'ai fait à un moment donné avec les vidéos shorts 150 millions de vues en 6 mois, ce qui est complètement énorme. Mais tu te doutes bien que pour faire 150 millions de vues en 6 mois, tu vas pas aller parler de SEO, de JEO ou de business, de trucs très nichés comme ça. Je parlais de Nutello, de Game of Thrones, de sujets vraiment grand public, mais ça m'a complètement blasé et voilà, aujourd'hui, je parle seulement aux solopreneurs, formateurs, coachs, Mmh. thérapeutes, qui vendent leur expertise et finalement, tu as pas besoin de faire beaucoup de vues et ça suffit déjà pour avoir une croissance linéaire, sur le SaaS et tu vois, je continue à le faire, c'est une bonne stratégie. On va quand même en 2026 aller chercher plus de croissance avec, l'affiliation qui je pense est un excellent levier pour, le SaaS. Je ne sais pas si toi tu as prévu d'en faire, mais ça peut être aussi une bonne piste à explorer. Tout à fait. Bah, ce que tu disais premièrement sur, la qualité de l'audience, sur LinkedIn, c'est l'extrême. Sur mon LinkedIn, il y a 50 de mes abonnés, donc sur à peu près 7 000, qui sont dans le SEO. Donc en fait, c'est juste délirant les taux d'engagement et surtout les taux de conversion que tu peux avoir, même si tu fais, 500 impressions sur un post, tu vois? Et donc ça, c'est vraiment, ceux qui sont en B2B ou même qui sont en B2C, mais qui s'adressent du coup à des auto-entrepreneurs ou à des gens qui débutent. LinkedIn,
c'est super cool. Bon, par contre, il y a des codes un petit peu étranges. Les gens discutent de manière un peu bizarre, mais c'est le prix à payer, tu vois? C'est vraiment le Ouais, prix à payer. tout le monde se lèche le cul, là, j'ai envie d'arriver et de les troller tous, les secouer: «Les mecs, détendez-vous un peu, quoi». Et ouais, mais le problème, c'est que tu peux pas, en fait. J'ai essayé et Ouais. j'ai vu des gens qui ont essayé, mais ils se font éteindre sur la place publique, en fait. Parce Ah que bon? si tu fais un post qui a pour but de, un peu détendre tout le monde, il y a personne qui va engager avec ton contenu parce que du coup, tu sais, les gens, ils sont vraiment tous en costume, en costard et tout et en fait, s'ils retweetent quelque chose ou s'ils repostent quelque chose ou s'ils réagissent à quelque chose, toute leur audience va le voir, tu vois? C'est comme sur Twitter. En fait, LinkedIn Ah et ouais, ouais, Twitter, ouais, ouais, c'est le ouais. même fonctionnement. Donc en fait, un mec qui est en CDI, qui est consultant dans une boîte, s'il like un truc complètement à côté de la plaque, son patron et ses collègues, ils vont le voir, tu vois? Ah ouais, c'est la honte. Et c'est la honte Il de va ouf! Sa réputation va être niquée, ouais, je vois. Ben ouais, il peut avoir des problèmes, tu vois? Et donc en fait, il faut rester super lisse, mais tu peux rester corporate, mais en faisant passer des messages et et en fait, tout le monde s'arrête souvent à cette première impression en mode: «Ouais, LinkedIn, c'est pour, les gens qui ont un balai dans le cul» ou je sais pas quoi et en fait, oui, oui, c'est vrai, mais si tu manies bien ça, tu peux trouver des clients et avoir moins de portée, mais qu'elle soit plus qualitative en vrai. Et moi, à l'époque, je faisais des posts, sur LinkedIn, il y a peut-être, 2 ans à peu près, surtout 2024 et moi, ça m'a toujours cassé les couilles, le côté PNJ, où on est tous là à se féliciter: «Oh, tu génial, oh, tu trop beau» et machin. Ah, ça me casse les couilles ça. Donc Mmh, moi, je mmh, disais des mmh, gros mmh. mots, je disais: «On s'en bat les couilles», «Merde», «Putain» et mais en fait, ça marchait, hein. Il y a des gens qui aimaient bien, mais j'imagine que les gens qui likaient et qui commentaient, c'était pas, le PNJ qui va ensuite se faire allumer par son patron parce qu'il voit qu'il a liké un truc où il y a des gros mots. Bah, C'est j'imagine ça. aussi que tu as des entrepreneurs, tu as des gens qui sont pas ça dépend peut-être qui tu cibles. Si Mmh, tu mmh, mmh, cibles mmh, mmh. des indépendants, peut-être qu'ils sont plus libres. Donc j'imagine aussi que tu peux quand même réussir en prenant le contre-pied de ce truc. Hem, Mais mais voilà, il y moi a des j'avais eu comptes, hein. des petits résultats, j'avais pas Mmh. forcément plus poussé. Mais ouais, il y a des comptes un peu trolls, hein, j'en ai vu sur LinkedIn, hein. Il y en a plein, ouais. Il y en a plein. Ouais. Mais encore une fois, ça dépend qui tu cibles et malheureusement, les gens qui réagissent avec ton contenu, c'est jamais tes clients. Nous, on a closé sur l'agence 100 clients B2B. Donc il y a 100 entreprises qu'on a closées en tout et pour tout. Pour te donner les vrais chiffres, j'ai regardé justement quand j'ai passé le flambeau à mon ancien associé, j'ai fait 400 appels en 2 ans, 400 appels, audits de vente et sur les 400 appels, on a eu à peu près 100 clients, une centaine de clients. On a eu bien sûr de la recommandation et cetera, mais pour te donner les ordres de grandeur, c'est ça. Sur les 100 clients, il y en a 80 qui ont jamais liké, commenté, repartagé mes posts. En fait, c'était vraiment Waouh! des abonnés, c'était juste des personnes qui regardaient mon contenu et le jour où je faisais un appel à l'action, ils prenaient un appel avec moi, ils étaient convertis et en fait, tous les gens qui commentaient, souvent, c'était mes confrères, c'était mes concurrents, c'était d'autres agences, d'autres personnes. Mais c'est très, très rare, vraiment. Mmh. Quand je regarde, ma liste de clients, il y en a aucun qui ont vraiment engagé avec mon contenu et donc en fait, le fait d'aller chercher de l'engagement ou un peu se battre avec d'autres personnes sous des posts, bon, ça te fait des visiteurs, c'est viral, mais c'est peut-être un peu comme YouTube, hein. La majorité des gens qui commentent, c'est peut-être pas tout le temps tes clients. Non, c'est très vrai ce que tu dis, souvent il y a une décorrélation totale entre, tes chiffres vanity Mmh. metrics, les vues, les likes, les commentaires, les abonnés et les gens qui achètent vraiment derrière, ça peut être un profil complètement différent et donc Mmh. tu peux tomber dans le piège de vouloir maximiser les vanity metrics parce que c'est la seule chose que te montrent les plateformes, ce qui est très toxique d'ailleurs parce que ça va pas du tout dans tes intérêts à toi, qui sont de faire grossir ton business et complètement oublier ton client idéal parce que tu ne le vois pas. Et c'est vrai que beaucoup tombent dans ce piège-là, même moi, tu vois, moi, ça a dû m'arriver de tomber là-dedans aussi et Mmh. c'est juste que tu ne peux pas voir, tes clients, idéaux parce qu'ils sont invisibles, et c'est pour ça que moi, aujourd'hui, quand je poste sur les réseaux, je vais m'y remettre, cette année un peu plus, avec un peu plus de régularité, mais j'évite au maximum de regarder, tu vois, les likes, les trucs, Après je sais qu'aussi il y a des réseaux sur LinkedIn. Est-ce que c'est important d'interagir, de répondre aux commentaires, tout ça, pour la portée? Est-ce que tu penses que ça joue quelque chose ou est-ce que tu peux juste poster et t'en foutre et ça peut te ramener des clients?
Bah, en fait, quand tu interagis avec les autres, quand même, ton contenu, il est plus poussé à ces personnes-là. On le voit directement, hein. Toutes les personnes qui commencent à développer leur audience sur LinkedIn, ils doivent mettre en place une routine d'interaction. Juste pour le fait qu'en fait, si tu vas cibler, moi, par exemple, j'ai un tableau avec tous les gens qui parlent de SEO dans mathématiques, trié par nombre d'abonnés, nombre d'engagements. Donc, j'ai vraiment pris ça de manière scientifique. Et tous les jours, avant de faire mon post, je vais essayer d'être en top commentaire. Et ça, c'est super puissant. Parce que des fois, quand tu es en top commentaire d'un post qui fait 300 000 impressions, bah, tu peux prendre 20 000 impressions sur ton commentaire, tu vois, et avoir beaucoup de personnes qui viennent sur ton contenu. Donc, c'est intéressant de par l'algorithme, mais aussi parce qu'à la fin, on parle à des humains et que si bah, les gens te découvrent sous le commentaire de quelqu'un d'autre parce que tu as eu un commentaire super pertinent qui apportait de la valeur ou qui était justement décalé, des fois, il y a des gens qui disent des conneries en SEO. Moi, je leur dis, alors qu'ils ont eu un train de 50 personnes qui disaient t'es génial. Moi, je disais, en fait, c'est complètement faux. Voici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sources qui t'indiquent que c'est faux. Et des fois, il y a plein de gens qui viennent, sans pour autant être un haters, tu vois? Mais juste pour remettre un Ouais, peu ouais, ouais. l'église au milieu du village, hem et ça peut te faire découvrir. Donc en fait, ouais, à un moment donné, si tu veux percer sur LinkedIn, faut y aller, quoi. Faut interagir, faut lâcher deux trois petits compliments, mais Et ça marche bien concrètement, ouais. c'est quoi le ouais, vas-y, termine, excuse-moi. Juste, tu m'avais demandé tout à l'heure, si j'avais un programme d'affiliation et oui, on en a lancé un parce que dans les logiciels, c'est trop fort. Surtout dans les thématiques, dans la thématique du SEO, c'est une thématique où l'affiliation, c'est vraiment ultra, ultra mis en avant. OK. Moi, j'ai une question, toujours par rapport à LinkedIn qui m'intéresse, c'est qu'est-ce qui se passe entre je publie du contenu, je raconte mes trucs, je fais mes posts et j'obtiens des rendez-vous, des appels avec des prospects qui sont vraiment prêts à acheter mon truc? Qu'est-ce qui se passe au milieu? C'est quoi le funnel? Franchement, ça peut être très, très simple, hein, le funnel traditionnel, c'est tu fais du contenu pertinent. À la fin de ton contenu, tu mets, «Si vous venez de me découvrir, je m'appelle, X, je propose Z. Vous pouvez réserver un appel avec moi, un audit avec moi ici». Et tu mets ton lien souvent en description, pas sur ton post parce que ça peut baisser un peu le reach, ou alors tu le mets en commentaire. Ça, c'est le funnel vraiment de base, on va dire à vitesse de croisière. Et après, moi, ce que je fais une fois par semaine, souvent le mardi, mercredi, je fais ce qu'on appelle un lead magnet. Donc, on fait un post où on promet un cadeau. La personne, on lui demande de commenter et de réagir, commenter un certain mot. Quand la personne commente, on lui envoie le message en privé et le message contient justement une vidéo plus une ressource et dans la vidéo, on lui dit: «Bon, bah, voilà, je te donne toute ma valeur. Si tu vas aller plus loin avec moi, réserve un appel offert de 30 minutes sur, ce qu'on propose». La personne vient en appel et moi, je fais tout le temps 2 appels. Enfin, quand j'avais mon agence, je faisais 2 appels. Un premier appel de diagnostic où j'apporte full valeur et après je lui dis: «Écoute, si tu veux 9 sur mesure, un deuxième appel, on peut se caler ça dans les prochains jours». On se fait l'appel et après ça se vend. C'est les OK. 2 moyens de choper du client, en général. OK, très intéressant. Bah, je pense que je vais mettre en place une stratégie sur LinkedIn, cette année parce que je vois le potentiel, ouais, de cette plateforme. C'est juste que les codes me paraissent un peu extraterrestres. C'est pas vraiment dans mon style, mais je sais qu'il y a beaucoup de potentiel à aller Surtout chercher là-dessus. surtout au début, en fait, ce qui est très important, c'est de, dès le début, de se dire: «OK, pendant 2 semaines, ça va être horrible» et pendant ces 2 semaines-là que tu te mets sur, LinkedIn, donc à hauteur de 1 à 2 heures par jour, tu vas t'abonner à des gens qui font du bon contenu. Parce qu'en fait, à la fin de la journée, c'est un peu comme Twitter ou même Instagram, ton feed, il est vraiment personnalisé sur ce que tu suis et avec quoi tu interagis. Et je vois, moi, dans mon filtre, enfin dans mon feed LinkedIn, j'ai bien filtré ce que je voulais voir et ne pas voir et j'arrive à avoir des choses un peu normales, on va dire, plus ou moins. Après, je sais pas toi, mais moi, je suis complètement allergique aux réseaux sociaux. Avant, j'étais sur Instagram et Mmh, très vite, je tombe dans l'addiction. Je me retrouve à dès que j'ai un petit moment où je m'ennuie ou je sais pas quoi faire, bah, j'ouvre l'application et en fait, ça me crame le cerveau à une vitesse ouais. et toutes les plateformes sociales, malheureusement, enfin, quand tu les utilises pour le business, si tu veux être dessus et commenter et interagir, en fait, tu finis toujours, j'ai l'impression, par tomber dans l'addiction. C'est conçu pour te faire tomber dans l'addiction et je me pose vraiment sincèrement la question, est-ce qu'il vaut mieux, être complètement coupé de tout ça, quitte à se couper d'une source de trafic intéressante ou
avoir cette source de trafic et être engagé sur la plateforme et faire de l'engagement et cetera, répondre aux commentaires, machin, mais avoir l'addiction qui te nique aussi ta productivité, ta clarté mentale, c'est un arbitrage que j'ai un peu du mal à faire. Je sais pas comment tu réfléchis par rapport à ça, toi? Moi, je pense que c'est un luxe de ne pas utiliser les réseaux sociaux. C'est un luxe de ne pas être sur les réseaux sociaux, d'avoir une boîte qui soit tellement avec un tel avantage sur le produit ou autre, tu vois, que tu as pas besoin de faire des contenus. Pour moi, c'est un luxe. Juste, je parle pas de ne pas créer de contenu, mais juste de toi, ne pas être un consommateur. Ne pas être Ouais, là à mais scroller, en fait, tu es à obligé, dire tu à es des gens obligé. dont tu as un peu rien à foutre que: «Ah ouais, c'est trop bien ce que tu fais», alors que tu es hypocrite, tu vois? Ce genre de comportement-là. Est-ce que tu En peux pas fait, juste utiliser un outil de qui publie sur multicanal, et voilà, et tu balances ton truc et non, ça marche pas? je pense pas. Parce qu'en Mmh. fait, je crois que c'est Yumi qui en parlait dans un de ses podcasts. Le problème, c'est que quand tu fais du contenu, que tu le planifies pour dans trop longtemps, t'as pas le feedback s'il marche ou pas. T'as pas le feedback des impressions. Et dans le SEO, mine de rien, il y a quand même beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Et du coup, si tu prépares tes posts pour un an, bah, tes posts, ils vont pas être dans l'actu. Et donc, Mmh. je suis totalement d'accord avec toi. Les réseaux, ça nous crame la tête. Et même quand moi, j'essaye d'être sur LinkedIn, de créer du contenu, d'interagir, de faire des commentaires, à la fin, au bout de 10 minutes, je me retrouve à juste scroller et à plus rien commenter, tu vois? Et c'est super dur, cette discipline, parce que c'est de la torture, tu vois? C'est des outils conçus pour nous aspirer, pour nous hypnotiser littéralement. Et donc moi, le seul hack que j'ai, c'est que sur ordinateur. C'est que sur Ouais, ouais, ordinateur. ouais. Comme ça, j'ai pas ce plaisir. Tu sais, sur Insta, je dois faire un coup de molette, tu vois? C'est horrible. Ouais, J'arrive pas à enfin, sur, téléphone, sinon c'est la mort. Oh, c'est la mort. ouais. Et peut-être prévoir aussi un moment, très cadré de ta journée où c'est seulement 30 minutes. Je vais voir le post de la veille, comment il a performé, je vais Mmh, répondre aux messages s'il y en a, et puis de se mettre limite un timer à la fin. OK, mmh. j'arrête là, parce que sinon tu peux te retrouver passif à scroller, quoi. Ouais, c'est compliqué. Mais en tout cas, je pense que c'est le prix à payer malheureusement, d'avoir accès à ces plateformes de manière gratuite et pas de faire de publicité. Mais l'objectif Ouais. quand même, c'est d'utiliser les réseaux sociaux pour avoir un feedback, pour créer un produit tellement bon qu'à la fin, tu as pas besoin de faire du contenu, tu vois? System.io, bon, ils doivent avoir une chaîne YouTube, voilà, mais ils font pas du contenu tous les jours, je pense. Ouais, non, ouais, c'est différent. Mais au OK. final, c'est peut-être ce qui va causer leur perte. Je sais pas trop comment me positionner par rapport à ça. C'est quoi toi ton avis par rapport justement qui a fait énormément de contenu mass market, qui a su capter quand même énormément d'attention? C'est quoi ton avis sur le futur des réseaux sociaux? Ça va vraiment dépendre, de ta stratégie. Tu peux, avoir une stratégie, par exemple, où, tu te concentre sur, créer du contenu, utile, des tutoriels pour les gens qui connaissent déjà, ton outil, qui veulent apprendre à l'utiliser. C'est ce que je fais, par exemple, avec la chaîne Tiny Pages. Mmh. Après, construire un canal de distribution, où tu crées du contenu de valeur pour des gens qui sont des prospects pour le SaaS que tu proposes. Si tu veux, ça permet de générer le trafic que tu vas ensuite rediriger vers ton produit. Donc, je pense que voilà, tu peux avoir une stratégie avec différents types de contenus. Du contenu pour les clients, c'est plutôt le bottom of funnel, et puis du contenu plus, mid funnel pour ta communauté, on va dire, et top funnel. Là, c'est plutôt du contenu qui est optimisé pour de la croissance, qui va aller brasser plus large, évidemment toujours dans le cadre de ta thématique, mais sur des sujets un peu plus, grand public, qui ont plus de potentiel. Là, ça permet, si tu veux, après de faire redescendre le trafic dans ton funnel, et par effet de ruissellement, tu Mmh. attires les bonnes personnes. De toute façon, tu vas toujours perdre en cours de route dans la descente de l'entonnoir, les gens qui sont pas intéressés, qui de toute façon ne seraient jamais devenus tes clients. Mais le plus important, je pense, c'est de toujours garder en tête que tu es là pour attirer un seul profil de personnes, pas pour te laisser aveugler par les vues. Parce que souvent, même quand, tu vois, sur ma chaîne Business Minimaliste, si je fais une vidéo qui fait 1000 vues et une vidéo qui fait 10 000 vues, ça se trouve, la vidéo qui fait 1000 vues va me rapporter 10 fois plus de clients que celle qui fait 10 000 vues. Parce que celle qui fait 10 000 vues, je sais pas, j'ai parlé de ChatGPT, et voilà, tout le monde connaît, donc tu as plein de touristes qui sont venus. Mais ça, Mmh. c'est difficile de le voir, tu peux pas. Donc c'est toujours garder en tête, ouais, quelle est la finalité, à qui tu t'adresses, à qui tu parles, et c'est pas grave, en fait, si tu fais, peu de vues. Ce qui compte, c'est d'avoir une stratégie bien rodée où, tu fais descendre, les gens de contenu un peu plus grand public vers du contenu plus spécifique. Tu OK. fais, YouTube, toi?
Ouais, j'ai une chaîne YouTube où je crée du contenu depuis à peu près, j'en ai un peu tout le temps fait des vidéos YouTube sur le SEO. Souvent, c'était pour partager, mes mécanismes dans l'agence, comment je délivrais mes clients, des études de cas. Donc c'était vraiment axé SEO. Au tout début, je faisais plutôt des vidéos lifestyle quand j'ai commencé à voyager parce que je savais qu'il fallait que je crée du contenu. Donc j'ai commencé à me connecter à pas mal de créateurs de contenu et pas mal d'entrepreneurs et aujourd'hui, vraiment, j'ai transformé cette chaîne YouTube qui est à mon nom, tu vois? Uniquement pour, le SEO, pour les agences, pour les freelances SEO. Vraiment et je te rejoins OK. 100 sur, parler qu'à une seule personne parce qu'au final, faire des vues, ça sert vraiment à rien, quoi. Au moment de préparer l'épisode, tu m'as parlé, tu m'as dit que pour toi, les business qui allaient le plus cartonner à l'avenir, c'était les business extrêmes. Tu m'as donné plusieurs exemples. Par exemple, Clipping IA, gambling, OnlyFans et communauté. Est-ce que tu peux Mmh. nous en dire un peu plus? Je pense que tout ce qui est dans les extrêmes, c'est là où les gens dépensent le plus d'argent et les business plutôt traditionnels, les produits traditionnels, il y a tellement de monde que tout le monde, joue la guerre des prix. Aujourd'hui, je me verrais mal lancer un business physique, une boulangerie, tu vois? Où, à la fin tu dois, rogner sur des centimes et je pense qu'aujourd'hui, l'argent des gens est dépensé là où ils ont leur attention et on a beau dire ce qu'on veut sur les réseaux sociaux, en ce moment, ce qu'on voit, c'est des personnes à moitié à poil, dont la jante féminine en majorité, qui redirigent en fait, c'est leur funnel. Leur funnel, malheureusement, les créateurs de contenu sur les réseaux sociaux, leur funnel, c'est, Tinder, Bumble et toutes les apps de rencontre et TikTok, Instagram, Facebook et les shorts où ils font des danses à moitié, dénudées et qui redirigent vers l'OnlyFans, tu vois? C'est ça et en fait, du coup, bah, pourquoi OnlyFans fait plus d'argent que OpenAI en 2025? Plus de BDF que, une énorme entreprise qui fait de l'IA, qui fait de la tech, parce qu'en fait, ça répond à un désir. En fait, ça répond à l'attention des gens. L'attention des gens, elle est sur les réseaux sociaux. Ce qui marche le mieux, c'est ça. Idem pour le gambling, ça arrive en France, mais aux États-Unis, c'est une épidémie. Tous les plus gros influenceurs, qui ont une communauté justement immense comme toi, tu as pu l'avoir, ils se sont dit: «Mince, j'arrive pas à monétiser ces vues. TikTok, ça paye moins bien qu'avant. Instagram, ça paye pas. Je fais comment pour monétiser via quelque chose que tout le monde connaît, le casino. Donc en fait, l'affiliation casino, on va dire que c'est un petit peu l'affiliation trading 2.0 de manière, plus mass market, ce que je tolère pas du tout. Mais en fait, on le voit bien, tout le monde met en avant, dans ses contenus aux États-Unis et ça arrive en France, on en a quelques-uns qui le font, qui font de l'affiliation casino et donc c'est un très bon moyen, de monétiser son audience, de manière, financière, tu vois? Après niveau éthique, ça c'est, chacun ses valeurs et donc en fait, pour moi, tous les business comme ça, où tu vas prendre un péché, tu prends un péché, tu le mets sous stéroïde avec l'IA et tu en fais des contenus toute la journée, malheureusement En fait, ça marche, tu vois? c'est exactement ça. C'est, tous les business qui exploitent, un vice ou une insécurité Exact. humaine, ça tu beau trouver toi ça complètement délirant, ça marchera toujours parce que c'est tellement ancré dans notre psychologie. Après, voilà, moi, c'est vraiment pas le genre de business, qui me plairait et je Tout trouve à que fait. tu salis ton âme aussi. Tu peux faire beaucoup Ah d'argent et mais salir ton âme en même temps. on est Il bien y en a d'accord, qui en hein? ont rien à foutre. Quand tu es jeune, tu es dans ta vingtaine, j'imagine, tu t'en fous complètement de ça. Moi, aujourd'hui, je préfère construire quelque chose, dont je suis fier et que je pourrais raconter à mes petits-enfants plus tard, sans avoir la honte, quoi. «Putain, papa, il a fait de la gestion de compte OnlyFans, pour des meufs à poil sur internet». C'est la Ouais, honte de tu fait de la thune, mais il y a aussi l'histoire que tu veux raconter. Mais après, c'est c'est ça. clair, ouais, je te rejoins que tout ce qui joue sur, l'avarice, enfin tous les péchés capitaux, Tous les péchés. les 7 péchés capitaux et aussi tout ce qui joue sur l'insécurité. Moi, je vois par exemple, c'est pas forcément un business ou un produit, mais là, ma copine a testé les lives sur TikTok, il y a quelques jours, je regardais un peu comment c'était. Ils te foutent des Quand tu es en live, tu peux te mettre un filtre pour déformer ton visage, pour gommer toutes les imperfections et pour te faire ressembler à une personne que tu n'es pas. Parce que si tu te Quelle trouves horreur. moche, si tu te trouves, c'est-à-dire en insécurité par rapport à ton image, bah, tu peux avoir un double de toi virtuel parfait, complètement lissé et qui te ressemble en rien à la personne que c'est dans la vie de tous les jours. Mais les gens veulent ça parce que ça répond à une insécurité profonde, tu vois? Mmh et j'essaie quand même de prendre ce concept-là parce que je me dis: «OK,
si c'est une tendance générale, c'est parce que les gens le veulent et du coup, quand même, à la fin de la journée, il faut essayer de se rapprocher de ce que les gens veulent et donc moi, avec mon logiciel, je me dis: «OK, quelle est la version, dégénérée de mon product?» Tu vois? Ouais, Par exemple, moi, la version dégénérée de mon product, c'est, l'agence SEO, elle a un client, elle connecte le site de son client, elle clique sur un bouton et nous, avec de l'IA, des automatisations, boum, 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 on lui fait 300 articles de blog, on lui génère tous ses rapports pendant 6 mois et c'est plié, tu vois? Et ça, c'est un produit qui peut plaire ouais. et j'essaie tous les jours de me dire: «OK, c'est quoi la version qui va faire grincer les dents tous les, seniors du SEO et qui va essayer d'exploiter cette tendance, on va dire un peu, extrême, dans mon business?» Pareil dans mon marketing, j'essaye justement de d'allier ça, et d'ailleurs, au passage, tous ces business-là, souvent, c'est des cash grabs, tu vois? Donc tu prends de l'argent rapidement, mais tu construis rien vraiment. Tu construis rien Mmh. vraiment. Bon, j'ai vu quand même quelques exemples qui sont vraiment intéressants. Par exemple, il y avait un SaaS qui permettait de voir si ta compagne ou ton compagnon était sur les apps de rencontre. J'ai vu Donc ça. Ah, mais attends. Tu sais que beaucoup de ces trucs-là, en plus, c'est du pipeau. C'est complètement faux. Il y a bah aucune oui, technologie il y derrière, a ils pas ont accès à d'API. aucune base de données. Ils vont juste te dire dans tous les cas que non, ton conjoint n'est pas sur Tinder, t'inquiète pas. Ils prennent ta thune et en fait, c'est du pur scam ces trucs-là. Mais moi, Ah ouais, j'ai vu ça, ça m'a fait délirer. Il y a des trucs cons, mais ça marche. Mais c'est ouais. tellement con et ça imprime du cash. Mais moi, j'encouragerais plutôt les gens à faire quelque chose qui a du sens et surtout avoir une vision long terme. Parce que comme tu l'as dit, ça c'est une vision court terme et il y a effectivement des business où tu peux prendre du cash, rapidement, Mmh, mais tu peux te niquer ta réputation, surtout si tu te montres et ça se bah, une réputation, tu en as qu'une. Si tu as niqué ta réputation une fois, toi qui es expert SEO, tu le sais, c'est difficile à réparer après. ouais. Mais ouais, moi j'aurais toujours tendance à recommander des business, où tes clients sont vraiment contents, où tu es pas juste là à appuyer sur un bouton dans leur psychologie pour, les niquer, mais où vraiment tu les aides à améliorer leur vie, peu importe, ta thématique. Mmh, c'est clair, tout à fait et souvent, on voit que ceux qui réussissent, tu vois? Combien de personnes essayent de faire de l'affiliation casino? Combien de femmes ou d'hommes se lancent sur OnlyFans et font, 200 € par mois et au final, il y a des photos de eux, dénudés à vie sur internet, qui du coup ne sont pas virales, tu vois? En fait, on voit que les winners et on voit jamais tous ceux qui ont échoué dans le business en ligne. Et je crois que sur OnlyFans, le revenu moyen, c'est, 200 €, un truc comme ça, ou médian, je Bah, sais plus, mais peu importe. c'est C'est que dalle, terrible. hein. En fait, tu as l'immense, immense majorité des, modèles OnlyFans qui se montrent à poil, sur cette plateforme, qui gagnent que dalle et elles ont vendu leur dignité pour, 200 balles par mois, tu vois? C'est fou. Mais sinon, pour en revenir à ce truc de chercher le fonctionnement extrême dans ton business. Ouais, Moi, ouais, j'ai l'imp ouais, ouais. a appli appliqué à ce que je fais, Tiny Pages, j'ai l'impression que c'est un peu ça quand même qu'on fait. C'est-à-dire que nous, notre mission, c'est de supprimer la barrière entre les idées et la Mmh. création. Donc toute la friction, tout je sais pas comment faire ma page de vente, comment rédiger ma séquence, j'ai pas en ça me fait chier la technique, je sais pas où cliquer. En fait, ce qu'on veut faire, nous, c'est le bouton magique. C'est-à-dire juste tu as une idée, tu le dictes à l'IA ou tu écris vite fait, tu appuies sur le bouton et ça te pond ta séquence email, ta page de vente. Peut-être qu'on joue un peu sur le péché de la paresse, un petit Non, peu, c'est très bien. mais le truc, c'est qu'aujourd'hui, à l'époque de l'IA, enfin, c'est ce que les gens veulent, quoi. Donc, si on enfin, moi, à la base, j'aurais jamais lancé Tiny Pages si la vision, c'était pas de faire quelque chose de disruptif et qui permet d'obtenir le résultat que les dinosaures du marché promettent, mais en 10 fois plus vite ou 100 fois plus vite. Donc c'est aussi là qui est intéressant, c'est d'aller un peu chambouler des vieux marchés, vieillissants avec, des solutions innovantes et toi, j'ai l'impression que c'est ce que tu fais aussi avec ton SaaS. Tout à fait. Et est-ce que tu aurais pas justement une couche à rajouter à ça, en plus de la création en automatique, de la landing page, sûrement avec des bons leviers marketing et cetera? Est-ce que tu aurais pas justement à côté de ça, avoir une espèce de je sais pas si c'est un problème de ton audience, mais savoir quoi vendre? Avoir un espèce d'analyse de Google Trends un peu, mais uniquement pour les produits digitaux, qui pourrait dire: «Regardez, avec votre plan payant, vous avez tous les mois accès à, 3 idées de produits à lancer pour votre audience qui sont en tendance». Je sais pas si ça pourrait être intéressant ou pas? Peut-être. Après, faut pas non plus trop se Tout perdre dans à la fait. diversification, Ah c'est toujours tout à ça. fait.
Après, moi, je complète aussi le SaaS avec, l'enseignement en ligne, Mmh. les infoproduits en payant, mais aussi le contenu gratuit. Là, par exemple, hier, j'ai fait un live avec, avec mon audience où j'allais analyser les chaînes, de mes abonnés pour leur dire comment améliorer leurs titres et leurs miniatures et c'était chouette. Moi, je prends plaisir aussi à aider les gens et bah, pour moi, tu vois, si j'aide plus de gens à gagner de l'argent en ligne, à faire plus de trafic et donc générer plus de ventes, ça fait logiquement plus de clients pour mon SaaS Tiny Pages, si en tout cas ils aiment la philosophie de l'outil. Mmh. Donc, moi, je pense que c'est très intéressant, hein, quand tu as un SaaS, d'intégrer aussi, bah, le côté communauté, même si on n'a pas tous forcément le focus pour ça. Ça dépend, il y a différentes stratégies et on n'a pas besoin de tous avoir le même canal d'acquisition. Mais moi, clairement, c'est la stratégie que j'ai choisie et je pense que c'est cool parce que ça permet aussi de créer des super fans de ton outil. Tu vois, sur Tiny Pages, parmi nos utilisateurs payants, tout le monde, adore quoi. On a que des témoignages ultra positifs qui nous disent que ça leur fait gagner en productivité par rapport aux usines à gaz qu'ils utilisaient avant et ça fait super plaisir et ça nous motive pour, continuer de faire un bête de produit, quoi. Ça, c'est génial ça. Et la majorité, du coup, des personnes qui sont clients aujourd'hui sont des personnes qui viennent de tes audiences sur les réseaux? Principalement, ouais, parce que c'est la source, d'acquisition de clients qu'on a le plus, utilisé pour l'instant. C'est, bah, le contenu organique. Et après, à terme, ça a déjà commencé un petit peu avec l'affiliation, mais on va développer plus ça. Donc, là, il y aura des gens qui me connaîtront, probablement moins, mais ça va être intéressant aussi il y aura moins le biais de: «Ah ben je connais déjà Emilio, j'aime bien ses vidéos» et c'est là que vraiment, tu vois, il y a pas ce biais émotionnel et tu es vraiment Tout à jugé fait. purement sur la qualité du produit. Mais après aujourd'hui, j'ai complètement confiance. Mon associé Jérôme, c'est une bête en développement. On a vraiment construit un truc de fou. On le sait, tu vois? Tous nos clients nous le disent donc que le C'est client me génial. connaisse ou pas, je pense pas que ce soit nécessaire. Puis après ce qui est intéressant aussi avec le SaaS, par rapport à l'infoproduit et le business dans lequel j'étais avant, c'est que si un jour tu veux arrêter, le SaaS, tu peux facilement le revendre. Ça se vend, bon, en moyenne, après tout dépend évidemment du marché dans lequel tu te trouves, mais le chiffre qu'on donne en général, c'est 3 fois le revenu annuel. Donc si tu fais, je sais pas, 1 million de revenus annuels, tu peux le revendre par exemple à 3 millions. Et voilà, après, bah, soit prendre ta retraite ou lancer d'autres projets. Mais c'est beaucoup plus facile à revendre que, quand tu fais de la formation. Tu sais, et souvent, la formation, tu vas avoir comme pour l'agence, un plafond de verre. J'ai l'impression que quand tu fais de l'infoproduit, tu as une croissance qui est plutôt logarithmique ou quand Mmh. tu as déjà une audience, tu fais un lancement, les revenus peuvent aller haut très vite, mais ça va très vite plafonner. Alors que le SaaS, c'est plus, exponentiel dans le sens où au début, c'est beaucoup plus lent. Je sais pas si toi, tu as eu aussi ce constat ou en tout cas, moi qui avais l'habitude des lancements de formation explosifs où tu fais des lancements à 10, 20, 30, 50K pendant un mois où tu lances le produit. Bah, lancer le SaaS, ça n'a rien à voir parce que au début surtout, c'est un prototype, les gens sont un peu méfiants, ils attendent de voir, ils sont pas pressés. Il y a le switching cost dont je parlais tout à l'heure, donc il faut faire ses preuves, il faut tenir dans le temps, mais après ça peut partir en mode exponentiel et tu peux créer quelque chose qui te dépasse toi, qui dépasse ta marque personnelle où c'est juste moi le gourou qui vend des formations, sur, tel ou tel sujet, et voilà après, et d'ailleurs toi, est-ce que tu es associé ou tu es tout seul? Tu as pris un freelance pour développer? Comment tu t'es Non, structuré? j'ai un associé. J'ai un CTO qui s'occupe de toute la partie tech. Alors, ce qui était bien, c'est que comme j'avais du coup une bonne expérience dans l'agence et que j'ai quand même fait des études, on va dire, un peu scientifiques, je suis très, logique et je suis très structuré sur comment le produit devait fonctionner. Donc en fait, une fois que tu connais, Supabase, GitHub, comment fonctionnent les bases de données, dans ton logiciel, c'est assez facile de communiquer avec, un développeur et en particulier un CTO qui va se charger de recruter, des devs et d'orchestrer tout ça. Et du coup, moi, je suis que sur la partie commerciale, acquisition, communication sur le SaaS et j'ai du coup, un associé, hem, avec qui on s'entend super bien et on est vraiment alignés sur, l'objectif du SaaS, quoi. Tu vois, je pense que c'est une erreur, enfin, en tout cas, dans notre cas, de lancer un SaaS en prenant un développeur freelance. Parce que quand tu as un associé, déjà, l'associé, il est skin in the game avec toi. Vous êtes dans le même bateau. Alors, quand c'est un freelance, bah, il s'en fout un peu. Il est juste là pour prendre ses 500 € par jour. Il faut aussi avoir la trésorerie et les fonds pour le payer. Mais Mmh. surtout, le jour où le freelance, bah, veut arrêter le projet, ce qui peut arriver, tu vois? Bah, toi, tu te retrouves avec une boîte noire, tu comprends rien à ton code et le temps de trouver un autre, freelance pour remplacer et qui comprenne, qui se familiarise avec le code, c'est une friction monumentale. Tu vas perdre des mois
Et je pense qu'il vaut mieux juste, lâcher 50 de l'equity dès le départ à un associé plutôt que d'être à 100 juste parce que, bah, je veux que ce soit que mon business et je fais que tout avec des prestataires sauf que, bah, au Ouais. final, c'est pas rentable à long terme. Mais dès qu'on commence à entreprendre et à avoir justement pas mal d'expérience, que ce soit sur, l'e-commerce, l'infoproduit ou peu importe le type de business, que la bande passante que tu as, si tu la mets uniquement sur, l'acquisition, bah, tu vas avoir beaucoup plus de résultats. En fait, moi, je me dis juste, si moi je mets 100 de ma journée sur l'acquisition et que lui met 100 de son temps sur le développement, et bah, à la fin de la journée, on n'aura pas 24 heures, mais on aura peut-être, 60 heures parce que, le fait d'être beaucoup plus focus, ça t'apporte des résultats encore plus élevés. Mmh. Donc, à la Ouais. fin, même si tu as que 50 pour moi, tu peux tirer beaucoup plus de cash. Et puis il y a plein de gens qui disent aujourd'hui: «On va faire du vibe coding». Sauf que quiconque a essayé de vibe coder un truc s'est rendu compte que, bah, il y a un problème de contexte, donc qu'au bout de 300 prompts, ton IA elle pète, plein d'autres fonctionnalités. Donc c'est bien pour Mmh. faire MVP, mais ça Bah, marche pas. pour la petite anecdote, j'avais fait des petits tests de vibe coding, juste pour me marrer, créer des petites apps comme ça et en fait, très vite, au bout d'une dizaine de prompts, je me retrouvais à dire à l'IA, «Ouais, ça marche pas, fais que ça marche» et l'IA, elle disait: «Ah oui, je suis désolé, je vois l'erreur, je vais corriger». Tac, 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 elle me pisse des lignes là, ouais, je pisse ligne de code, super, OK. Je teste, ça marche pas. Ouais, ça marche pas, fais que ça marche. OK, ah oui, je vois, c'est parce que ça et en fait, tu te retrouves dans une boucle comme ça, où toi, tu comprends rien. L'IA, Ouais, elle fait que de la merde. Je pense que le vibe coding, ça peut être super pour lancer des mini SaaS et surtout tester des idées, mettre des idées rapidement sur le marché. Aujourd'hui, tu peux le faire avec une vitesse qui n'a inégalable dans l'histoire de l'humanité, quoi, dans l'histoire d'internet. Par contre, moi, mon associé me le dit, hein, très vite, enfin, quand tu veux faire un vrai SaaS, solide, où il y a quand même de la complexité technique, le vibe coding au bout d'un moment, surtout quand tu te dis que ton SaaS est utilisé par des entreprises et que c'est essentiel dans leur process interne. Si ton truc, bah, il casse, et tu sais même pas pourquoi, potentiellement ça peut tu peux niquer ta réputation, tu peux te faire attaquer en justice, tu vois? Donc le vibe c'est coding, je sais pas clair. après dans 5 ans à quoi ça ressemblera, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on n'en est pas encore là, quoi. Pour moi, il y a vraiment ce problème de contexte, de mémoire, en fait, parce que ton associé, ton CTO, quand il va développer, il sait exactement, quelle fonctionnalité interagit avec laquelle et donc s'il modifie ça, il sait que derrière, il y a ça qui va interagir. Mais l'IA, elle a pas encore cette bande passante, littéralement, de pouvoir tout prendre en main et tout prendre en considération. Donc je sais pas comment ça va évoluer, mais pour le moment, faut prendre de l'avance et après on verra bien, quoi. Mais surtout, si tu veux que l'IA ait cette bande passante et qu'elle puisse, comprendre à chaque prompt tous les tenants et aboutissants de ton logiciel, ça doit demander, comment dire? C'est une capacité de traitement énorme et ça doit coûter très cher. J'imagine ça doit partir en exponentiel ou alors il faudrait vraiment, une réduction des coûts, des nouveaux modèles qui soient beaucoup plus efficients. Je sais pas, mais au stade où on en est actuel, c'est vrai que ça fonctionne pas encore. C'est pour ça que, ceux qui sont les plus gagnants dans le vibe coding, c'est les boîtes qui font des outils de vibe coding. Lovable Ouais, qui a, une croissance, dingue parce que quand toi, tu es en train de te battre avec ton IA, tes crédits sont consommés et eux, ils sont bien contents, tu vois? bien sûr. Mais Ils après, sont dans bien tous les contents. business, tu vois, que ce soit, pour faire du SaaS ou pour faire de la création de contenu, tu en as énormément qui font de la merde. Des débutants qui arrivent avec l'IA, tu vois, qui essaient de te pondre 100 articles par jour, par exemple, avec l'IA. Ils se croient malins, ils essaient de faire des business comme ça, sauf que c'est du contenu de merde ou alors ils vont Mmh. faire des petits SaaS, complètement nuls ou qui bug ou et en fait, le marché va être inondé de ces outils ou de ces contenus. On peut faire le parallèle, je pense, très bas de gamme, qui fonctionne pas ou voilà. Mais par contre, si toi, tu mets tout ton focus, toute ton intention dans un vrai projet et tu te dis: «Je suis là sur les 5 prochaines années, ça va être ma priorité», en fait, il y en a très peu qui vont réussir à suivre. Parce que la plupart des concurrents sont là sur court terme, ils essaient juste de faire de l'argent rapidement et ça, c'est encore Ouais. une fois la nature humaine. On a beaucoup de mal, nous les humains, à se projeter sur le long terme. On veut les choses là, maintenant. C'est toujours comme ça, quand tu vends des formations, ça marche toujours mieux quand tu promets un résultat rapide et sans trop travailler. Aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est qu'avec l'IA, tu peux faire des promesses comme ça et c'est vrai. Tu vois, par exemple, moi, je vais lancer des formations pour, faire des lancements, de produits avec l'IA, justement
Bah, là, tu vends le bouton magique, en fait. C'est ça qui est marrant. On intègre aussi des choses comme ça dans Tiny Pages. Oh, Tu décris ton offre et ça se fait la page de vente. Tu as pas besoin de passer des mois à apprendre la compétence de copywriting. Donc de plus en plus, l'IA, elle enlève une friction énorme, dans nos vies, quoi. Et après, des fois, il y a pas besoin pour nous d'avoir ces compétences. On peut les déléguer à l'IA comme on les déléguerait à un prestataire, mais à coût bien moindre. Il y a aussi ton expertise à toi, ta connaissance spécifique, ton savoir-faire qui te distingue de tes concurrents. Là, c'est hyper important, je trouve, de ne pas dépendre de l'IA pour, tes process, mais juste d'utiliser l'IA pour amplifier les compétences que tu as déjà, mais garder, toi, ta maîtrise. Et là où tu auras toujours un avantage, comparé à un débutant qui a de l'IA, mais qui ne sait pas comment l'utiliser. Et toi, comme tu as cette connaissance spécifique liée à ton expérience, dans ton business, à tout ce que tu as appris et tout ton savoir-faire, tu peux utiliser l'IA avec beaucoup plus d'intention et obtenir des résultats 1000 fois supérieurs à ce que, quelqu'un qui n'y connaît rien pourrait obtenir, même avec les mêmes modèles. Mais je pense vraiment que c'est ce que tu as dit, l'IA, elle va, bon ça j'enfonce une porte quand je dis ça, j'enfonce une porte ouverte, mais en fait, l'IA, elle va permettre à, démultiplier les résultats de ceux qui ont déjà une vraie compétence, une vraie expertise. Aujourd'hui, l'IA, dans le développement, elle sert le plus aux gens qui savent déjà développer et à faire beaucoup plus de tâches, sans écrire à la main les lignes de code. Pour les marketeurs, c'est pareil. Moi, mon post LinkedIn, aujourd'hui, il a plus de fautes d'orthographe, alors qu'avant, il y en avait tout le temps, tu vois? Ouais. Hem Et ça permet de faire beaucoup plus de contenu. Mais pour moi, le truc qui est irremplaçable, c'est, vraiment l'expertise et la sensibilité, tu vois? Quand tu te dis à ChatGPT: «Fais-moi une page de vente», sans rien lui donner comme instruction, comme prompt, il te fait un truc, mais c'est indigeste. C'est indigeste, pareil en SEO et donc faut ultra bien le cadrer et ce cadrage-là, il vient de l'expertise pour moi. Et j'aurais bien aimé que les promesses de Sam Altman et de, tous les fondateurs de LLM soient vraies sur l'exponentialité des modèles, sauf que là, en fait, on n'est pas sur une exponentielle, on arrive à un plateau. ChatGPT 5.2 est pareil que le 5. Il y a pas une différence, accablante, quoi. Après, on voit quand même des vrais progrès sur la génération de vidéos, notamment. Alors ça oui. Bon, ça va faire, ça je sais pas si tu avais vu ça, mais j'ai vu passer, tu avais une vidéo avec un bébé singe qui lance un caillou sur la route, pour bloquer un bus, enfin une espèce d'histoire à la con. Une petite OK. vidéo qui était devenue je crois une des plus virales, de la semaine, qui a fait 100 millions de vues, un truc comme ça. Et c'était du pur AI slop. Donc le AI slop, c'est en fait des vidéos de merde générées en un clic, en un prompt, et ce truc-là, ça te fait 100 millions de vues, ça te hack le cerveau. Et c'est assez inquiétant quand même de se dire que de plus en plus, tu as des n'importe qui va déjà, c'est déjà le cas, hein, tout le monde commence à bombarder internet de ce genre de contenu, poubelle, généré sans aucune friction avec l'IA. Et est-ce qu'un jour les algorithmes, ne se retrouveraient pas submergés et incapables en fait de faire le filtre, tellement on leur bombarde de nouveaux contenus à traiter, de manière exponentielle dans le temps? Je pense que ça va être les extrêmes. Les vidéos qui vont faire le plus de vues, ça sera des vidéos IA, comme tu l'as dit là, des vidéos brain rot complètement qui ont aucun sens ou qui sont des fausses vidéos et tout. Et à côté de ça, les gens vont vraiment vouloir chercher à connecter. Mais c'est pas juste quelqu'un qui est parfait sur la vidéo. C'est quelqu'un qui, tu sais qu'il existe vraiment parce qu'il te fait des vidéos sur YouTube, que tu cherches à suivre et à connecter. Mais au niveau de la quantité de contenu généré par IA, c'est vrai que c'est problématique. Et en fait, moi, ça me fait rire parce que moi, je fais beaucoup de méditation, j'adore l'hypnose, je suis très, très réceptif à l'hypnose et jusqu'à présent, les gens me prenaient un peu pour un fou ou pour quelqu'un de débile, parce que j'adorais l'hypnose. Et en fait, pour moi, c'est vraiment surprenant de me dire aujourd'hui, il y a des gens, ils passent 5 heures à scroller derrière un téléphone, ils sont littéralement hypnotisés par des vidéos IA et ils croient pas à l'hypnose. Pour moi, c'est l'hypnose, tu vois? C'est ça te hack le cerveau, ces Mmh. vidéos qui n'ont aucun sens et ça te consomme ta journée, tu vois? Ça te bouffe ton temps. OK, Thibaut, on va passer, au rituel que je prépare pour la fin de l'épisode. C'est la mitraillette de questions. Donc je OK, t'explique le concept. Je te balance OK, plein de petites questions. Tu réfléchis pas trop, tu as 60 secondes pour y répondre. OK, Es-tu prêt? c'est parti. Quel est le dernier livre qui t'a marqué? Cessez d'être gentil, soyez vrai. Pourquoi? Parce que ça montre que la gentillesse, ça nuit souvent à la personne qui souhaite être gentil et être,
honnête dans toutes ses interactions, mais délibérément honnête, ça sert aux 2 personnes. Est-ce que tu as une citation préférée? C'est en anglais, mais je vais la dire en français, ça sera plus simple. «Un océan calme n'a jamais formé de bons marins». Quelle est la chaîne ou le podcast qui t'apporte le plus de valeur en ce moment? Alex Baker, sa chaîne YouTube sur, les sas. OK, donc il parle de ça, celui en ce moment? Je crois qu'à l'époque, il Alex parlait de Baker Star Wars, de crypto, de n'importe quoi. alors Alex Baker, c'est un entrepreneur qui a été dans la crypto, pendant longtemps. À la fin, on va dire, du grand cycle, il a fondé Airos, un logiciel valorisé à plus de 200 millions de dollars. Et aujourd'hui, il a ouvert une chaîne YouTube où il parle que de SaaS et c'est une pépite. Waouh, génial, j'irai voir, obligé. Ah, c'est exceptionnel. Si tu devais passer le reste de ta vie dans une ville, tu choisirais laquelle? Budapest, Pourquoi? ville à taille humaine, sécurité, on a les 4 saisons, donc c'est agréable. Il y a de la nature partout, c'est propre et on est sur le même fuseau horaire que la France, donc ça, c'est super Mmh, pour y bosser. OK. Tu y vis aujourd'hui d'ailleurs, tu es Ouais, expatrié. c'est ça, c'est ça. Est-ce qu'il y a une app ou un logiciel qui te simplifie la vie? Ça peut être, business, ça peut être, perso, n'importe quoi. Opal, Opal parce que ça bloque toutes les autres apps. Ça fait quoi ça? Opal, tu sets un timer pour tes apps et à partir d'une certaine heure, tu ne peux plus ouvrir l'application. OK, super, j'essaierai. Bah, j'irai Ça voir coûte, l'application, ouais. heu, ça coûte 50 ou 100 balles par an et tu set up une liste d'apps à interdire et moi, à partir de 21 heures, je ne peux plus accéder à rien sauf, WhatsApp et les messages. Est-ce qu'il y a un objet ou un gadget qui améliore ton quotidien? Mon bandeau pour dormir la nuit, c'est un truc vraiment bête. C'est vraiment très bête, mais cette année, j'ai et l'année dernière, j'ai supprimé énormément de choses chez moi comme j'ai déménagé et il y a plus rien chez moi qui m'apporte de la négativité et la seule chose qui m'aide justement un peu plus à être plus productif, c'est juste un bandeau ultra confortable pour dormir la nuit, pour être dans le noir complet et être dans le noir Ouais, complet, ça change mon sommeil et le sommeil, c'est 100 de ma productivité, vraiment. ouais, je suis d'accord. Toi, tu aimes bien tout ce qui est biohacking, optimiser ta santé et cetera? À fond, ouais. C'est ultra important pour moi, donc tout ce qui est sport, compléments alimentaires, alimentation, c'est tout cadré et en fait, souvent, tu peux y associer juste à du gain de temps, en fait, tu vois? Le fait de faire tes repas dans des tupperwares en verre, pour, 3-4 jours, ça te fait juste gagner du temps directement. Ça te permet de pas te Mmh. commander des Uber tous les jours et juste d'être, plus rapide dans ton exécution et à la fin, c'est juste du bien-être, tu vois? Ils ont vachement, heu, ils ont vachement marketé ça en mode biohacking, en mode on va devenir des super héros, mais des fois, c'est juste ça simplifie la vie. Bien sûr, ouais. Moi, un truc qui a vraiment été game changer pour moi, là, récemment, que j'ai acheté, c'est un tapis de marche que je mets sous le standing desk et en fait, j'ai OK. j'ai un peu l'air d'un con, mais tu sais, je bosse et je Ouais, marche en même temps, je suis comme ça. Je me dis: «Un jour, je vais lancer un live comme ça va être marrant». Mais du coup, tu exploses tes 10 000 pas par jour et ouais. ça augmente le niveau d'énergie, mais un truc de fou. Contrairement à avant, tu sais, quand souvent après le déjeuner, j'étais en train de comater sur ma chaise comme ça, à regarder des vidéos et ça te flingue ton énergie pour tout le reste de la journée. Mais en fait, là, c'est assez dingue quand tu restes, en mouvement dans ton corps, tu gardes l'esprit vif et tu es mieux concentré et franchement, c'est ou même enfin, pour les gens qui ont pas forcément envie d'acheter un truc comme ça, juste sortir régulièrement marcher, et rester en mouvement physique, ça aide énormément plutôt que de rester sédentaire assis toute la journée. Et en marchant sur ton tapis, tu arrives à taper sur ton clavier? Alors, ce qui est vraiment galère, c'est d'écrire à la main, mais taper sur le Ah clavier, ouais. ouais, en fait, tu bloques les tu sais, tu poses tes poignets sur, le Ah sur OK. sur le bord du bureau et ça va, tu es à Tu peu près marches quoi? stable. Ouais. Tu fais pas une petite course à pied quoi? OK. Ah mais c'est trop cool ce truc. D'ailleurs, ouais, toi tu es très à cheval sur les routines. Est-ce que tu Oui. peux nous expliquer un peu concrètement comment tu structures tes journées? Est-ce que tu as un système d'organisation? Comment tu gères ta productivité? J'ai testé les 2 extrêmes. J'ai testé, les routines, à rallonge et pas de routine. Je pense qu'il y a quand même un sweet spot entre les 2. Il y a quand même un bon équilibre à avoir. Pour faire très simple, je me lève à 6 heures. Je prends 30 minutes pour me réveiller, me doucher, me préparer, prendre un café. Je me mets au boulot de 6h30 jusqu'à midi. Midi à 12h30, je mange. 12h30, je suis de retour au boulot.
jusqu'à 17h, voire 18h. À 18h, je vais au sport. Après, je mange. Et le plus important, c'est que à midi, je mange protéines et légumes, pas de glucides. Sinon, j'ai le coup de barre. Et le Mmh. soir, par contre, je mange beaucoup de glucides, donc beaucoup de pâtes, beaucoup de riz et une assiette beaucoup plus conséquente. Comme ça, j'ai le coup de barre vraiment le soir et j'ouvre plus mon ordinateur après le repas. Et ensuite, le soir, je fais tout le temps étirement, retour au calme, donc méditation et après je vais me coucher tranquillement. En fait, je pose vraiment tout ce que j'ai oublié dans ma journée sur le papier et après je vais au bout et après je vais me coucher. Tu travailles tous les jours de la semaine? Oui, parce que sinon je m'ennuie. Oui, je suis pareil. J'essaye d'avoir une après-midi où je fais rien, au moins une demi-journée, mais en général, je vais courir avec des potes, donc c'est mon sport de la journée, je vais au resto avec des amis, OK. mais je préfère bosser tous les jours de la semaine. En fait, je déteste ne pas bosser parce que pour moi, je casse mon rythme d'habitude, tu vois? Le Au matin, je moins, prends des compléments alimentaires, mais il y a rien de fou. En fait, ce qui compte à la fin, c'est quand même combien d'heures tu arrives à bosser sur ton PC, tu vois? Et est-ce que tu es mmh. productif ou pas? Non, je dirais même, non pas combien d'heures, mais combien d'heures productives. Parce que Oui, si bien si sûr. c'est pour Combien de passer ta travail? journée dans une zone grise où, Ah ce ouais, que tu fais, ça ne fait pas avancer ton business, c'est que du travail, des tâches, superficielles, secondaires, répondre à des mails ou des trucs à la con, autant, profiter de la vie, aller te balader, lire un bouquin, tout à fait. et voilà. J'avais reçu un entrepreneur sur le podcast qui, lui, a un concept, c'est la journée de 4 heures et en fait, il se limite à 4 heures par jour de travail pour être obligé de travailler seulement sur Mmh. l'essentiel et je trouvais le concept très intéressant. En fait, tu pars de cette boîte de 4 heures par jour et tu as pas le droit de travailler plus et tu dois te discipliner même pour ne pas travailler plus parce qu'on est un profil un peu comme nous, on a tendance à vouloir, utiliser chaque, minute de temps éveillé pour bosser mais je trouvais le concept assez puissant pour justement se concentrer sur l'essentiel et ne pas se perdre dans la zone grise. C'est clair. Question suivante, Thibaut, qu'est-ce que le commun des mortels trouve bizarre chez toi? En toute transparence, c'est ma psychorigidité sur, l'organisation et l'organisation, quoi. Mon appart, tout est cadré, tout est rangé au millimètre près et c'est un peu pareil dans mon business. Tout ce qui est organisation, doc d'organisation, c'est extrêmement cadré et des fois, en fait, c'est même un frein parce que, c'est plus fort que moi. J'essaie de travailler dessus, mais des fois, juste, j'embrasse le truc et je me dis: «Allez, vas-y, là, je vais me prendre, une après-midi de 6 heures de taf et pendant 6 heures, juste, je remets tout en ordre et on avance», tu vois? Est-ce que tu as pas ce problème que moi j'ai rencontré par le passé, qui est de passer plus de temps à bosser sur tes systèmes que d'utiliser les systèmes pour, avancer? Moi j'appelle ça la méta-productivité. C'est quand, en fait tu Ouais. tu fais de l'architecture de systèmes de productivité, mais tu bosses pas, tu vois? Bah, ça l'a été pendant 2 ans dans mon agence et je me suis rendu compte quand même que c'était ce qui m'avait permis d'atteindre certains objectifs Mmh. et du coup, en fait, ma méta-productivité s'est transformée en logiciel aujourd'hui, mais Ouais, aujourd'hui, ouais, en fait, j'ai souvent fait attention à ça, à quand même à la ouais. fin réussir à délivrer. Hem, je pense que je dois l'avoir ce problème, à trop travailler sur la méta, mais une fois que c'est setup, j'arrive à bien exécuter quand même, je pense. C'est toujours un équilibre à trouver. C'est Mmh, que si tu es trop dans les systèmes, bah, tu n'utilises pas tes systèmes et si tu es trop dans l'exécution avec des systèmes tout pourris, en fait, c'est une équation à 2 facteurs. X fois Y. X, c'est la qualité de tes systèmes et Y, c'est la force d'exécution que tu y mets. S'il y en a un qui est, 0 ou 0,1, bah, peu importe l'énergie que tu mets dans la deuxième variable, le résultat va être, ridicule et donc faut toujours équilibrer ces 2 variables. L'effet de levier que te procurent tes systèmes et ton effort d'exécution, que ce soit le tien ou celui de ton équipe ou d'IA maintenant, enfin voilà. le petit hack que j'ai pour ça, c'est, j'ai une liste, enfin, j'ai une page sur mon PC où c'est les tâches du dimanche et dedans, j'y fous toutes les tâches et idées auxquelles je pense et que je peux faire uniquement le dimanche et en fait, là-dedans, tu as tous les optimisations des process donc la semaine, je suis obligé d'exécuter, je peux rien optimiser et je m'en occupe, le week-end. OK, Thibaut, question suivante. Alors question un peu plus, introspective. De OK. quel schéma d'auto-sabotage tu n'arrives pas à te libérer complètement? Putain, mais il est évident.
il est évident. Mon schéma d'auto-sabotage est que je casse ma constance et ma régularité de création de contenu pour une tâche qui me semble plus importante sur le moment présent. Exemple, ça fait 2 semaines que j'ai rien posté sur LinkedIn parce que j'ai sorti une vidéo de 3 heures sur ma chaîne YouTube qui reprend mes 2 ans d'ancienneté. Alors certes, les gens sont extrêmement contents de cette vidéo parce que ça vaut, des dizaines de formations honnêtement, mais le problème, c'est que j'aurais très bien pu la sortir dans 1 mois et demi en continuant à être régulier et ça, c'est le plus gros problème que j'ai d'auto-sabotage. C'est je suis prêt à tout Mmh. arrêter pour un autre truc. En fait, quand tu as un side project, ça t'aspire toute ton attention et ça devient limite une obsession autistique et qui te fait oublier le reste, c'est ça? Exactement, exactement. Mmh. Après, moi, j'ai un peu ce truc-là aussi et la manière, que je vais mettre en place cette année pour corriger ça, c'est vraiment la création de systèmes pour faire en sorte que je puisse, maintenir mes routines de base, avec le moins d'efforts possible. Qu'il y ait par exemple des prompts d'IA qui me permettent de moins réfléchir, qu'il y ait des checklists, des SOP avec des bêtes étapes à cocher pour dépenser le moins d'énergie cognitive possible et faire en sorte de pouvoir continuer, de faire tourner les systèmes de base, même quand, je sais pas, je suis en déplacement ou quand je suis focus exceptionnellement sur autre chose. Je pense qu'un business qui réussit et un business qui construit des systèmes, moi, pendant des années, j'ai un peu mis ça de côté, mais là, ça va être mon focus, cette année, je pense. À fond. Qu'est-ce qui te rend le plus heureux dans ta vie? Purée. Je me pose jamais cette question. Je me pose Ouais. jamais cette question. Honnêtement, ce qui me rend heureux, c'est de me voir progresser, j'ai envie de dire, un peu réponse bateau, mais c'est de pas faire du surplace, quoi. C'est de me dire, j'avance, j'apprends, j'évolue, j'expérimente et l'expérimentation, j'ai l'impression, l'expérience un peu de la vie, c'est un peu quelque chose qui commence à arriver maintenant. C'était quelque chose que je me disais moins avant, comme j'étais plus jeune, mais l'expérience, rencontrer du monde, rencontrer des humains qui ont, un cerveau différent que moi, ça me stimule. En fait, je suis plutôt dans la stimulation, que dans le bonheur. Moi, je me pose Mmh. jamais la question si je suis heureux. Bah, moi non plus en réalité, mais c'était plus après sur, tu sais certains ça va être, le social, si, ils ont pas une vie sociale riche, bah, ils se Oh, pas sentent, du très tout. mal. Pour d'autres, ça peut être le sport. Tu vois, souvent Mmh. tu as un truc comme ça. Moi, par exemple, c'est la créativité. Je sais que j'ai besoin de créer des choses, de résoudre des problèmes, et ça me fait kiffer et si j'ai pas ça dans ma vie, ça va être chaud de me sentir bien. Mais après, j'ai aussi ce truc-là, qu'on est beaucoup, je pense, d'entrepreneurs à avoir cette espèce d'aversion au surplace. Où quand tu te sens stagner, c'est le pire sentiment au monde. C'est vraiment mais tu te sens mal à l'intérieur de toi et tu as envie de progresser, d'avancer, c'est pour ça qu'on est accro au travail, je pense. Mais ouais, je pense qu'on est nombreux comme ça. Ouais, je pense qu'il la progression, c'est un bon point, mais pour être totalement honnête avec moi, j'aime bien quand même, la douleur. J'aime bien en Ouh chier en là! vrai. Ouais. Non, mais littéralement, si je suis honnête, j'aime bien faire des choses difficiles. En fait, c'est peut-être pas la douleur que j'aime directement, mais c'est le sentiment de me dépasser, tu vois? Que ce soit dans le sport ou dans le Mmh. business, bah, ouais, les sas, c'est pas facile quand même. Donc ouais, cette adversité-là, j'aime bien. Thibaut, où est-ce qu'on revoit les gens, qui voudraient en savoir plus sur ce que tu fais? Sur ma chaîne YouTube pour le commun des mortels et sur mon LinkedIn pour les gens sur LinkedIn. OK, D ce sont en 2 vrai, sur ma chaîne catégories, YouTube, c'est le distinctes. plus simple. Ouais. Non, sur ma chaîne Ça YouTube, c'est le marche, plus simple. Comme ça, ils voient ce que je propose. ça roule. Bah, je mettrai les liens dans la description si vous voulez retrouver, Thibaut et voilà, on arrive à la fin de cet épisode. C'était un épisode quasiment 2 heures là, donc on a bien parlé, Merci. c'était cool, il y a eu plein de sujets et voilà, bah, je sais jamais comment finir les épisodes donc Bah, écoute, à c'était plus. génial. Merci de l'invitation. À plus, Emilio. Ciao, ciao. Alors, juste un petit rappel avant de te laisser. J'ai rassemblé toutes les ressources, donc des livres, des outils, des citations, des hacks qui ont été partagés par les invités du podcast dans une fiche pépite que je mettrai à jour à chaque nouvel épisode. Donc si l'épisode d'aujourd'hui t'a plu et que tu ne veux pas rater une miette des prochains qui arrivent, clique sur le lien dans la description pour recevoir maintenant la fiche pépite et y découvrir pléthore d'informations croustillantes et utiles, que ce soit pour ton business ou ta vie de tous les jours.